Bonjour, ici Gras pour les dubitaristes. Qu'êtes-vous en train d'écouter ? Il s'agit d'une série d'interviews réalisées durant l'été 2021 dans le but très méta de questionner le scepticisme. Notre association, les dubitaristes, se revendique de l'esprit critique, mais nous savons que nous n'en sommes pas experts et expertes et que la communauté zététique n'en est pas gardienne. C'est pourquoi je suis allé trouver des personnes plus ou moins proches de la zététique, certaines ne connaissaient d'ailleurs pas le terme, pour parler de l'esprit critique avec elles. Les thèmes évoqués varient bien sûr selon les personnes, mais la discussion reste orientée vers la représentation biaisée qu'on peut avoir de l'esprit critique, sur des dérives de ses usages, sur des aspects problématiques liés à la communauté elle-même, bref, des critiques. Je salue au passage une partie des productions critiques du scepticisme et de la zététique, venant de l'extérieur ou de l'intérieur de la communauté. Petits avertissements avant de commencer. Les projets de notre association sont acceptés en collectif, mais les prises de position individuelles n'engagent pas le collectif. Dans cette émission, ma parole reste donc la mienne. Et je vous prie d'excuser mon amateurisme en matière d'interview et de production audio, j'espère que l'émission restera agréable à écouter. Pour cet épisode, nous sommes avec Antoine Bouzin, ingénieur et sociologue, qui connaît de loin la sphère sceptique et qui s'intéresse aux controverses socio-scientifiques. Bonne écoute et que le doute soit avec vous. Du coup, commençons. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Quel est ton parcours ? Ok, eh bien écoute, je m'appelle Antoine Bouzin, je suis aujourd'hui doctorant en première année de sociologie au laboratoire Centre-Émile Durkheim à Bordeaux. Avant ça, j'ai fait 3 ans d'école d'ingénieur à Toulouse, dans la filière hydraulique et mécanique des fluides. J'avais choisi une option en dernière année un peu spéciale qui s'appelle génie de l'environnement, donc j'avais eu des cours transversaux, notamment en chimie, en plus de l'hydraulique, en chimie et en agronomie. Et avant ça, j'avais fait 2 ans de classe préparatoire à Toulouse, toujours une classe préparatoire qui s'appelle la prépa des INP. C'est une prépa, on va dire, semi-intégrée. Ok. Où est-ce que tu te situes dans la sphère sceptique, selon toi ? Alors, je suis assez mal renseigné, je pense, sur le monde sceptique, alors je ne vais pas dire de bêtises. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que j'ai pu voir d'assez loin sur le scepticisme, c'est adhérer à une forme d'esprit scientifique et de méthode scientifique et d'utiliser ces connaissances pour notamment faire, si j'ai bien compris, moi de ce que j'ai compris, un peu de médiation, de vulgarisation scientifique, ou en tout cas de faire sortir la science hors du champ strictement scientifique, donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Après, moi j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup aussi de controverses au sein de cet univers ou de cet archipel des sceptiques, donc il y a des choses que je trouve encore une fois très intéressantes et puis des choses que je trouve pour ma part assez contestables. Le mot zététique, est-ce que ça t'inspire quelque chose ? Alors malheureusement, c'est un peu décevant, hein. Non, c'est quelque chose que je connais vraiment de loin par, d'une part, les vidéos de vulgarisation scientifique qui peuvent être faites par des vidéastes sur YouTube, et d'autre part, de mes propres recherches, notamment sur l'histoire des ingénieurs, et puis a fortiori sur l'histoire de la science en France. Et voilà, donc je sais que il me semble que l'inventeur du terme zététique, il est français, on en avait déjà parlé, on a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble. Donc voilà, c'est un terme que je connais de nom. Encore une fois, je n'ai pas d'a priori particulièrement négatif ou de préjugés à ce sujet-là. Je pense que si on parle de zététique en termes de médiation et de vulgarisation scientifique, moi je trouve que le principe est intéressant, hein. On peut autant regarder, je trouve que c'est une bonne activité. Mais voilà, après, ça peut aussi servir des objectifs qui peuvent être plus ou moins cachés ou falsifiés. Et voilà, je pense que c'est vraiment intéressant de creuser en profondeur et de mettre les choses à plat quand on parle de médiation scientifique, que ce soit sous le terme de scepticisme ou de zététique. Ouais, ça on y reviendra bien sûr tout à l'heure. En attendant, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton mémoire, qui était, je crois, sur l'engagement militant et écologiste des ingénieurs. Oui, exactement. Du coup, je vous l'ai dit, j'ai un parcours d'ingénieur avant le doctorat de sociologie, et ce qui m'a intéressé, en fait, le point de départ, c'était de constater qu'il y avait des transformations en cours par rapport à cet engagement écologiste des ingénieurs. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment cette image des ingénieurs, quand je faisais ma formation, des ingénieurs comme un peu les ennemis, les adversaires du mouvement écologiste. Les ingénieurs peuvent être caricaturés comme la technocratie avec un grand T, et du coup, les ingénieurs comme les aménageurs de la nature, ceux qui domestiquent la nature. Ce qui n'est pas tellement faux d'ailleurs, qui est vrai dans une certaine mesure, mais il y avait vraiment cette image caricaturale des ingénieurs comme des bétonneurs, donc typiquement pas du tout les alliés des écologistes. Et l'évolution, c'est que depuis une quinzaine d'années, il
il y a une émergence de nouvelles organisations militantes qui se revendiquent écologistes et qui sont même parfois constituées exclusivement d'ingénieurs. Et je trouvais ça intéressant qu'il y ait ce basculement en une soixantaine d'années, parce que voilà, moi je parle vraiment du début des mouvements écologistes en France, des années 1960-70, où là, on a des images d'Épinal, ça peut être la mobilisation du Larzac, les manifestations à Plogoff contre la centrale nucléaire, ou contre Super Phoenix à Cress-Melville. Donc il y a vraiment, en 60 ans, un basculement qui fait que des ingénieurs maintenant peuvent se revendiquer écologistes et peuvent même créer des organisations où il n'y a que des ingénieurs. Et je trouvais ça intéressant à étudier. Donc moi, mes deux préoccupations, c'était de comprendre quelles étaient les motivations de l'engagement, quels sont les ressorts de l'engagement, qu'est-ce qui pousse des ingénieurs à s'engager pour l'écologie, au nom de la cause écologiste. Et la seconde chose, c'était, une fois militants, qu'est-ce que font les ingénieurs ? Est-ce qu'il y a une spécificité dans l'action écologiste des ingénieurs, ou est-ce que les ingénieurs finalement, est-ce que l'action des ingénieurs se retrouve dans les typologies que l'on retrouve déjà dans des travaux en sociologie politique ou en sciences politiques ? Et ça se traduit comment, leur engagement militant, du coup ? Alors, ce qui est intéressant, il y a deux choses que je mettrai en exergue. C'est d'une part, c'est intéressant, il y a beaucoup de débats sur le cadrage. Alors moi, le cadrage, c'est un terme que j'emprunte à le sociologue Erving Goffman. Alors, il faut voir le cadre d'un point de vue presque cinématographique. Qu'est-ce qu'on met dans le cadre ? Et là, j'utilise cette métaphore concernant l'interprétation de la cause écologiste. C'est-à-dire que l'écologie, comme tout un tas de mots de la sorte, c'est un mot qui est polysémique, donc il est élastique, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Et il faut faire attention justement à ne pas le prendre comme monolithique, parce que sinon il y a des choses qu'on peut ne pas voir. Donc l'idée, c'était à chaque fois de comprendre c'est quoi la cause écologiste pour ces ingénieurs, et de voir qu'en fait il y a des affrontements et des confrontations entre les points de vue. C'est-à-dire que l'écologie, ça peut être perçu comme quelque chose d'éminemment scientifique. C'est-à-dire que l'écologie, c'est des écosystèmes avec des populations et éventuellement des services écosystémiques. Et l'idée, si on prend l'écologie avec cette définition, la manière de s'engager pour cette écologie-là, c'est vraiment l'idée de mesurer tout ce qui est mesurable dans la nature et puis en fonction de ça, de protéger ce qui est nécessaire d'être protégé. Cette vision d'écologie, c'est pas la même que ce qui peut être défini comme l'écologie politique, en disant que l'écologie, en fait, c'est un mode d'organisation des sociétés qui est plus ou moins en adéquation avec son environnement, ou en tout cas qui en prend plus ou moins soin. Et si effectivement on constate des dégradations ou des catastrophes, il faut non pas seulement protéger l'environnement, mais il faut changer l'organisation elle-même, l'organisation sociale et politique. Donc là, je cite deux visions d'écologie. Moi, j'en avais établi une troisième dans le mémoire, c'était une écologie plutôt morale, où il s'agissait vraiment d'agir à titre individuel, c'est-à-dire avoir adopté des bonnes pratiques, développer une forme d'éthique. Mais voilà, dans les discours que j'avais recueillis lors de mes entretiens sociologiques, cette vision de l'écologie, qui est davantage une écologie que je définis comme morale, n'encourageait pas forcément, mais en fait c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a des migrations entre ces différents pôles des visions de l'écologie. L'écologie morale ne poussait pas forcément à une action collective ou une action individuelle. Il y avait vraiment l'idée de réduire ses déchets, avoir une consommation d'énergie plus faible que la moyenne, ou en tout cas conforme aux exigences écologiques, etc. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est vraiment les débats entre les visions d'écologie. La deuxième chose qui peut venir, c'est le type d'action. Alors moi, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y avait une diversification des modes d'action par rapport aux ingénieurs qui s'étaient engagés à la fin des années 2000. Là, il y avait vraiment une panoplie assez vraiment diversifiée. Il y avait par exemple du boycott professionnel, c'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs qui exigent certaines garanties sociales et environnementales de la part des entreprises et estiment que si ces garanties ne sont pas remplies, ils refusent de travailler pour ce type d'entreprise. Alors ça concerne typiquement les multinationales. Donc il y a cette forme de boycott professionnel qui est revendiquée par certains ingénieurs. Il y avait des actions pédagogiques, alors ça on retrouve ça notamment avec l'association Avenir Climatique, qui dès 2007 a un peu cet objectif de vulgariser la science et notamment de vulgariser les enjeux énergie-climat. Donc l'idée, c'est de faire comprendre à un public beaucoup plus large effectivement le phénomène d'effet de serre, les conséquences des activités anthropiques, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre ou d'épuisement des ressources naturelles par l'extractivisme et une augmentation de la production, etc. Donc là, je parle de boycott professionnel, d'action pédagogique. Et la dernière, il y en a d'autres, mais la dernière que j'aimerais citer, c'est la transformation des formations. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui se mobilisent, notamment des élèves ingénieurs, pour transformer les formations d'ingénieurs. Donc là, c'est quelque chose que je trouve assez
qui n'est pas forcément très banale, hein. L'idée c'est vraiment de faire une forme de lobbying, hein, au sein des écoles pour, d'une part, écologiser les cours, c'est-à-dire que pour chaque cours technique, essayer d'apprendre quelles en sont les conséquences écologiques, et d'autre part, c'est également, dans la mesure du possible, insérer des cours en sciences humaines et sociales, dans l'idée de comprendre un peu l'histoire des ingénieurs, l'identité des ingénieurs et leurs conséquences, non plus seulement environnementales, mais également leurs conséquences sociales. Et la dernière chose que je voulais dire par rapport à ce que j'en tire de ce mémoire, alors il y aura d'autres choses, mais ça, je pense que ça nous prendrait beaucoup plus de temps, mais c'est aussi qu'est-ce que ça fait à l'identité de l'ingénieur. L'ingénieur, depuis le 19e siècle, c'est un individu qui effectivement a de grandes compétences en sciences et techniques, mais dont la nature du travail, c'est effectivement d'agir sur l'environnement. C'est de maîtriser des outils techniques, des instruments techniques, et d'agir, donc de domestiquer, ce que je disais tout à l'heure, de contrôler, de maîtriser l'environnement biophysique, qui est considéré comme une réserve quasi inépuisable de ressources qu'on peut mobiliser exclusivement pour le bien-être de l'espèce humaine, ou en tout cas pour une fraction de l'espèce humaine. Or, l'urgence écologique, alors ce que j'entends par urgence écologique, c'est l'échangement des climats, la dégradation de la biodiversité, l'épuisement des ressources naturelles et les pollutions, donc quatre catégories qui interagissent entre elles. Eh bien, ce phénomène d'urgence écologique, il bouscule l'identité de l'ingénieur, parce qu'en fait, l'ingénieur se retrouve face à des faits, à des phénomènes qui sont difficilement contestables scientifiquement, et qui montrent logiquement que, effectivement, c'est notamment, entre autres, les conséquences de ces activités professionnelles. Ces activités professionnelles sont en cause. Donc il s'agit effectivement de faire autre chose en fait. Mais ça bouscule une identité qui s'est sédimentée depuis plus de 2 siècles. Donc c'est effectivement pas évident. Donc c'est quelque chose que j'essaie de montrer dans le mémoire. Bon, en fait, moi cette question ça m'intéressait aussi parce que j'avais l'impression qu'il y avait des similitudes entre des profils sociologiques, des sceptiques et des ingénieurs, sans avoir beaucoup de preuves là-dessus. Mais il me paraissait qu'ils étaient plutôt du même milieu social et donc peut-être qu'ils avaient des conceptions de la science et de l'activité scientifique qui étaient similaires. Oui, alors moi je te rejoins sur ce point-là, encore une fois de ma maigre connaissance. Je reconnais ma maigre connaissance parce que je veux pas, ça m'embêterait de parler de ce que je connais pas ou de ce que je connais mal. Mais effectivement, je pense que le point commun, c'est vraiment une forme d'éthos. Alors, ce que je parle d'éthos, c'est un terme grec que je traduirais par une manière d'être, hein, c'est-à-dire une manière, des caractéristiques effectivement sociales, mais puis des représentations communes, des façons de penser qui peuvent présenter des similarités. Effectivement, je pense qu'il y a un ethos commun entre les ingénieurs et les scientifiques, et cet ethos il est notamment fondé pour ma part sur une vision des sciences et effectivement sur certaines propriétés sociales. Les ingénieurs, ils ont comme propriété sociale par exemple, le corps des ingénieurs il est majoritairement masculin et les ingénieurs proviennent majoritairement de milieux aisés. C'est-à-dire que par rapport si on prend la population française dans son ensemble, en école d'ingénieurs, il y a 3 fois plus d'ingénieurs, il y a 3 fois plus d'individus qui viennent de milieux aisés que dans la France en général, et 2 fois moins des classes populaires. Donc effectivement, les ingénieurs proviennent de milieux aisés. Ça, c'est pour les propriétés sociales. Je pense que j'ai un grand nombre de scientifiques, et alors je ne suis pas spécialiste, pour le coup, j'ai pas regardé les statistiques, mais je pense qu'il y a quand même des similarités. Et en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que ce qui les rapproche, c'est leur vision des sciences. Et cette vision des sciences, ce qui est intéressant, c'est qu'elle découle d'une vision qui s'est imposée, on va dire, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. C'est-à-dire que quand on dit la science, c'est pareil, c'est un terme qu'on peut désigner. On dit la science avec un grand S. Bon, moi, je préfère dire les sciences, et c'est l'une des conséquences du tournant scientifique de la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, c'est notamment, ce tournant-là, il a montré notamment l'irréductibilité de la science, le fait qu'on ne pouvait pas unir la science avec une méthode unique, un esprit unique, c'était une rationalité, c'est quelque chose qui n'était pas possible. Tout ça pour dire que, effectivement, je pense que c'est cette vision des sciences, alors on va pas tourner autour du pot, hein, c'est une vision des sciences c'est une vision qui postule que la science, elle est pure, elle est objective, elle est neutre, et c'est la forme la plus ultime de rationalité. Voilà, ça c'est une vision des sciences c'est une vision parmi de nombreuses visions des sciences, hein, c'est pas la seule. Et c'est une vision qui s'impose à la fin du 19e siècle et qui découle d'une épistémologie particulière. Alors moi quand je parle d'épistémologie, alors il y a beaucoup de définitions qui circulent sur l'épistémologie. Moi je vais en prendre une, qui je pense est simple et qui convient à mon propos, c'est le discours rationnel sur la science. Voilà, qu'est-ce qu'est le discours on tient sur la science, c'est-à-dire sur ses représentations, sur ses effets, sur ses pratiques, etc. On va dire un discours rationnel sur la science.
Et l'épistémologie dont je parlais, c'est l'épistémologie qu'on pourrait appeler positiviste. C'est une épistémologie qui a été conçue notamment par Auguste Comte en France et qui a été aussi mobilisée par un penseur qui est, je ne sais plus s'il est allemand ou autrichien, mais Ernst Mach. Et cette vision, ce positivisme, du coup la doctrine un peu épistémologique conçue par Auguste Comte, elle a plusieurs caractéristiques. Alors je vais citer celles qui vont peut-être nous intéresser. C'est l'idée d'éloigner toute métaphysique, et je pense que ça c'est quelque chose qu'on retrouve également chez les sceptiques et les zététiciens. Cette idée d'éliminer la métaphysique, c'est-à-dire de pouvoir tout expliquer scientifiquement et de ne pas avoir d'explication métaphysique, c'est-à-dire non prouvable scientifiquement, et puis qui ferait appel à des entités non observables. C'est-à-dire que éliminer la métaphysique, c'est nier l'idée que si un phénomène, c'est que c'est des forces surnaturelles, qu'elles soient religieuses, divines ou peu importe. Et donc je crois que c'est vraiment ce que veut faire Auguste Comte, c'est éliminer toute la métaphysique dans les explications rationnelles et scientifiques. Ça c'est la première chose, et l'une des caractéristiques également du positivisme, c'est de s'attacher exclusivement aux faits et donner une place vraiment décisive à l'expérience, à l'expérimentation. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve également beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire que si on veut prouver quelque chose, il faut faire l'expérience, ce qui a du sens. Enfin, je ne dis pas que le positivisme, tout est à rejeter, il y a des choses très intéressantes, il y a des pensées qui sont extrêmement lumineuses par rapport aux pensées précédentes ou aux idées précédentes. Donc il y a cette idée vraiment d'accorder un primat aux faits et à l'expérience. Et il y a également cette idée que la science doit être utilisée pour prévoir. C'est-à-dire que ça acte d'une certaine manière la séparation entre la science et la culture, le politique. Une distinction qui est déjà en gestation depuis le XVIe siècle en Europe. Il y a vraiment cette séparation entre la science qui démontre des faits et qui permet ensuite de prévoir, et cette prévision elle doit être utilisée par le politique. Le politique doit être en quelque sorte pas aux ordres de la science, mais doit vraiment mobiliser les thèses scientifiques pour agir. L'histoire d'avoir, l'idée c'est d'avoir une action politique qui soit rationnelle. Et finalement, donc là je donne vraiment quelques exemples quelques caractéristiques de la pensée positiviste. Il y a cette idée vraiment scientiste que la science c'est la forme la plus parfaite d'usage de la raison, et que cette science doit vraiment diffuser dans tous les espaces sociaux. C'est-à-dire que la science doit être vraiment l'outil, l'instrument mobilisé. C'est une situation vraiment idéale, c'est vrai que la science soit utilisée vraiment partout, pour toutes les décisions, parce que la science c'est vraiment, on ne peut pas faire mieux, c'est vraiment le top du top. Et du coup, cette science, elle est vraiment, ce que je dis, je pense qu'on comprend quand j'en parle, c'est qu'elle est vraiment idéalisée. C'est-à-dire qu'elle est neutre, elle est vraiment séparée du monde. C'est-à-dire que la science, c'est pas comme les êtres humains qui sont irrationnels, qui peuvent être violents, qui peuvent être non raisonnables. Non, la science, c'est quelque chose vraiment, c'est une entité pure. Et du coup, le scientifique, c'est le porte-parole de la science, et il doit lui-même essayer d'être neutre, objectif, dénué d'intérêt, d'une certaine manière s'exclure du monde social. Alors, il y a un peu cette métaphore de la tour d'ivoire, s'isoler du monde pour pouvoir découvrir tous les secrets de la nature. Bon, encore une fois, c'est une pensée qui, je pense, émerge vraiment à partir du XVIe siècle. On trouve ça dans des textes ou des discours programmatiques chez René Descartes ou Francis Bacon en Angleterre. Mais elle prend davantage de force à la fin du XIXe siècle. Et pourquoi ? Parce que la science, à ce moment-là, c'est le moment en fait, où la science va nettement se lier à l'industrie. C'est-à-dire que c'est la période fin 19e, début 20e, où on va avoir vraiment les premiers laboratoires industriels, et on va avoir une forme d'enrégimentement ou d'enrôlement d'une fraction des scientifiques à l'industrie. Donc c'est assez curieux de voir, et ça je crois que c'est Dominique Pestre qui en parle, de voir qu'au moment où finalement la science n'a jamais été aussi, entre guillemets, impure, puisqu'en fait elle s'associe à l'industrie, c'est le moment où émerge vraiment une idée d'une science pure et neutre. Donc, où s'affirme avec davantage de force l'idée d'une science pure et neutre. Donc j'ai été très long, mais je pense qu'à mon sens, c'est cette représentation de la science, cette manière de dire la science c'est quelque chose de séparé du monde social. Je pense que c'est quelque chose qui lie beaucoup une majorité d'ingénieurs avec une majorité de scientifiques. Mais là je parle des scientifiques de sciences, des sciences formelles et expérimentales. À propos de cette association de la science avec l'industrie, en ce moment tu continues tes travaux sur une thèse qui est sur tu m'as dit, la fabrication, la circulation et l'usage politique des savoirs au sein d'une controverse scientifique. Et je crois que tu étudies une question qui touche à l'industrie aussi. Je ne sais pas si tu peux nous parler de ça un petit peu. Complètement. Alors effectivement, je vais donner le cas d'étude. Moi, je m'intéresse à la méthanisation. Alors la méthanisation, c'est un procédé
qui est pas forcément, enfin qui peut être industrialisé, mais qui est en fait à la base c'est un processus qui est naturel. En fait, c'est la fermentation en milieu anaérobie, donc sans oxygène, quoi. Cette fermentation, elle produit notamment du gaz, donc qu'on appelle aujourd'hui du biogaz pour le distinguer du gaz fossile, mais voilà, du biogaz, et ce biogaz il peut être traité pour obtenir du méthane, ou du biométhane si on veut. Donc cette méthanisation elle est notamment utilisée dans le milieu agricole, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices qui deviennent ce qu'on appelle des énergiculteurs, c'est-à-dire ils installent sur leur terrain des unités de méthanisation, c'est-à-dire des cuves qui sont fermées, donc qui sont dépourvues d'oxygène, où ils mettent notamment des effluents d'élevage, des déchets agricoles, hein, c'est-à-dire que ça soit du lisier, des lisiers ou des débris, les restes de céréales, quoi. Et l'idée c'est de fabriquer du gaz, donc ce gaz après il est récupéré, il peut être traité, il peut être injecté dans le réseau, ou alors il peut y avoir une cogénération de chaleur et d'électricité. Donc c'est quelque chose qui est intéressant en soi, hein, et qui est un procédé qui est souvent rangé dans les outils utiles à la transition écologique, ce qu'on appelle la transition écologique, dans la mesure où effectivement ça permet de produire de l'électricité et ou du gaz sans faire appel aux énergies fossiles. Donc voilà, ça c'est la méthanisation. Il y a des controverses sur cette méthanisation, il y a des controverses scientifiques, notamment parce que ce que j'ai pas dit c'est que outre le gaz, ça produit aussi, il y a un reste en fait, qui peut être solide et ou liquide, qu'on appelle du digestat, ce qui n'est pas le nom le plus attractif, mais voilà, il reste du digestat, et ce digestat il est souvent utilisé comme engrais. Donc ça permet à l'agriculteur ou l'agricultrice de pouvoir vendre de l'énergie, récupérer de la chaleur en général, et puis récupérer de l'engrais. Donc il y a une forme de... Alors, mis à part l'investissement qui est extrêmement important, mais derrière c'est vraiment... à partir de sa propre production, de son activité principale agricole, de récupérer, de vendre de l'énergie et de récupérer de l'engrais entre guillemets naturel. Donc c'est quelque chose qui est plutôt gagnant-gagnant pour l'agriculteur et l'agricultrice. Donc il y a des controverses scientifiques, notamment sur le cycle du carbone lors de l'épandage du digestat. Et il y a des controverses publiques sur le fait, est-ce que la méthanisation, ça n'entraîne pas une augmentation du prix du foncier pour l'installation des jeunes agriculteurs ou agricultrices? Est-ce qu'il n'y a pas un problème éthique à avoir des cultures dédiées à la fabrication de gaz, alors que du coup c'est des cultures qui ne sont plus vivrières, hein, c'est des cultures qui, alors que souvent on pointe du doigt le fait qu'on ne peut pas toutes et tous se nourrir à sa faim et avec des produits de bonne qualité. Bon, voilà. Donc ça pose des problèmes qui sont non plus scientifiques, mais des problèmes publics, qui peuvent être des problèmes éthiques par exemple, ou économiques ou autres. Donc voilà, il y a ces controverses autour de ce problème de la méthanisation. Moi, ce qui m'intéresse en tant que sociologue, et puis voilà, sociologue ingénieur qui s'intéresse également à la philosophie, en particulier la philosophie des sciences, c'est de comprendre quels sont les savoirs, quel est en gros le marché des savoirs sur ce procédé qu'est la méthanisation, ce procédé qui est situé en plein cœur de plusieurs controverses. Donc moi je m'intéresse, j'essaie de faire une cartographie de l'ensemble des acteurs et des actrices qu'on retrouve, mais quand je parle d'acteurs et actrices sociaux, hein, c'est-à-dire les agriculteurs et les agricultrices, des syndicats, des associations environnementalistes ou écologistes, des élus locaux, des agences nationales scientifiques, des commissions au sein des instances institutionnelles, que ce soit la région, l'État, etc., ou l'Assemblée nationale, le Sénat, etc. Donc, et puis de comprendre chez l'ensemble de ces acteurs et actrices comment se créent des savoirs. Et les scientifiques, évidemment, je ne les ai pas cités, mais il y a les scientifiques qui travaillent sur la méthanisation, évidemment. Donc ma question c'est de savoir comment se créent des savoirs, comment ils circulent et comment ils sont utilisés politiquement. Donc voilà, et ça demande justement de distinguer des savoirs, parce qu'il y a des savoirs scientifiques, mais il y a aussi des savoirs non scientifiques, et sans mettre une hiérarchie, l'idée c'est pas de les hiérarchiser en disant certains sont mieux que d'autres, c'est-à-dire que certains ont des utilisations différentes, ou en tout cas peuvent servir à des choses différentes. Donc voilà, de cartographier également ces savoirs, et de voir comment ils circulent, comment ils s'échangent, comment ils sont valorisés, dévalorisés, qualifiés, déqualifiés, etc. Sur c'est une question qui je trouve intéressante puisqu'elle mobilise des disciplines scientifiques très différentes, notamment ça mobilise des compétences en biologie et en agronomie, mais ça demande aussi des compétences en mécanique des fluides par exemple et en énergétique. À propos des disciplines justement qui sont engagées dans la controverse et comment elles sont traitées, comment l'information est collectée, comment elle circule, est-ce que tu as déjà pu repérer une sorte de, comme tu as dit, de hiérarchie dans la considération de ces disciplines? Pourquoi telle ou telle hiérarchie émerge? Et c'est quoi les disciplines qui sont les plus considérées? Alors,
Bon, alors moi je suis convaincu qu'effectivement il y a et c'est une conviction qui est objectivable avec des matériaux de recherche, hein. Je suis convaincu effectivement qu'il y a une hiérarchie dans les sciences, et je dis bien les sciences au pluriel, hein. Alors cette hiérarchie, sur quoi elle est fondée? Elle est fondée sur justement les caractéristiques de ces savoirs scientifiques. Moi je suis convaincu qu'au sommet de cette hiérarchie des sciences, on trouve les savoirs les plus formalisés. Alors quelle est la science a priori la plus formalisée? C'est les mathématiques. On trouve les mathématiques et suivi assez près de l'informatique. On trouve ensuite des sciences qui sont moins formalisées et des sciences qui font appel à la matière, qu'elle soit vivante ou non. Ce sont les sciences expérimentales. On peut trouver la physique, la mécanique, la chimie et par exemple la biologie. Donc on a déjà une pyramide, on voit déjà une hiérarchie avec tout en haut les sciences formelles, donc les mathématiques, l'informatique, et puis ensuite les sciences expérimentales. Alors au sein de ces sciences expérimentales, on voit que ce qui est le plus valorisé, c'est les sciences de la matière, c'est-à-dire la physique et la mécanique, et viennent après les sciences de la vie, hein, comme une certaine part de la chimie et la biologie. Bon, tout en dessous, il y a évidemment les sciences sociales, qui sont d'ailleurs souvent, qui ne sont pas considérées comme des sciences. Alors, moi, c'est un débat qui m'intéresse, hein. Effectivement, j'ai pas d'idée arrêtée. On peut défendre, je pense qu'il faut qu'on définisse vraiment ce qu'on entend par science, ou par méthode scientifique, ou par administration de la preuve. Je pense qu'il y a pas... Je pense que c'est dommageable d'avoir des idées arrêtées ou des a priori, donc je pense qu'il faut en débattre. Mais en tout cas, pour ce qui est de cette hiérarchie des sciences, on trouve effectivement, donc je le répète, hein, en haut les sciences formelles, les sciences expérimentales avec d'abord les sciences de la matière, ensuite les sciences de la vie, et enfin les sciences sociales, quand elles ont la chance d'être désignées comme des sciences. Alors d'où ça vient? On peut revenir en fait au positivisme d'Auguste Comte, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait déjà cette idée que les mathématiques finalement c'était un peu une matière, une discipline maîtresse, puisqu'elle servait dans toutes les autres disciplines, en tout cas en sciences, elle était utilisable en sciences expérimentales, notamment pour faire des prévisions. Et finalement, on a cette classification des sciences qui a perduré, qui s'est renforcée. Alors, il y a des effets de mode, des effets vraiment de contextualisation historique, c'est-à-dire qu'on avait la biologie qui était extrêmement reconnue, par exemple, au 19e siècle. Il y avait notamment les thèses de Charles Darwin, hein, qui émergent à ce moment-là. Donc, effectivement, la biologie était très reconnue. Puis, il y a eu une phase où avant c'était la mécanique, donc ensuite la biologie, et puis maintenant on voit que effectivement l'informatique est une discipline extrêmement reconnue, à laquelle on attribue beaucoup plus de crédit que des disciplines comme encore une fois la biologie ou autre. Donc on voit qu'il y a des effets de mode qui sont liés à des innovations technologiques, et puis aussi au rapport de force vraiment interne aux arènes scientifiques et aux champs scientifiques, quoi. Et est-ce que le fait qu'il y ait une hiérarchie entre ces sciences et qu'elles soient plus ou moins considérées au niveau des politiques publiques ou de l'opinion en général, est-ce que ça crée des angles morts dans le traitement des controverses scientifiques, par exemple dans le cas de la méthanisation? Alors oui, tout à fait. Alors moi je vais dissocier les types de controverses. Alors pour moi les controverses scientifiques, c'est vraiment des controverses qui ont trait à des hypothèses scientifiques, aux méthodes scientifiques. Donc c'est des controverses qui sont généralement, et je précise vraiment généralement, qui sont plutôt restreintes au champ scientifique. C'est-à-dire que vous entendez peu dans les médias des mises à jour, des discussions entre les tenants de la théorie des cordes et de ceux de la théorie de la gravitation quantique à boucle. Donc ça c'est des controverses qui sont, alors je parle là de la physique théorique, mais on pourrait prendre toutes les disciplines ou les sous-disciplines scientifiques. Donc ça c'est des controverses scientifiques que vraiment je cantonne au champ scientifique. Après il y a des controverses que j'appellerais socio-techniques, qui font appel à la fois à la technologie et à la fois au social. Alors des exemples de ce genre de controverses, il y en a une infinité, enfin en tout cas un très grand nombre. Et je pense en France, il y a la controverse sur les organismes génétiquement modifiés, donc les OGM. On peut penser à la controverse sur les déchets nucléaires. Et on peut par exemple, penser aussi aux controverses sur les vaccins. On en parle quelque chose d'actualité, ou encore la controverse sur la 5G. Donc on est sur des controverses qui touchent à la fois la technologie et les humains. C'est-à-dire, c'est des controverses qu'on peut caractériser par, d'une part, le fait qu'il y a des incertitudes scientifiques, c'est-à-dire des choses sur lesquelles on n'est pas sûr, ou des choses sur lesquelles ça demande des confirmations, ça demande de nouvelles expériences, ça demande de faire un travail scientifique puisqu'il demeure des incertitudes. Et l'autre caractéristique, c'est qu'il y a une multitude d'acteurs sociaux engagés. Prenons les déchets nucléaires, vous avez des ingénieurs du CEA, vous avez des élus politiques, vous avez des grands corps techniques de l'État, vous avez des habitants et des habitantes des communes concernées par
les entrepôts, ou en tout cas des lieux d'enfouissement des déchets nucléaires, vous avez des associations environnementales et écologiques, etc. Vous avez beaucoup de gens qui ont des activités sociales différentes et qui se rassemblent à l'occasion d'une controverse qui les touche de près ou de loin. Et j'ai oublié là où je voulais en venir. Alors, est-ce que tu peux me rappeler La question. Ouais, désolé, C'est le risque. la hiérarchie Et oui, des sciences dans le parfaitement. traitement des controverses techno-scientifiques. Moi, j'ai la sociotechnique. Sociotechnique. C'est un terme qui est utilisé Ouais. dans la littérature, notamment en sociologie des controverses. Ouais. Est-ce que ça crée des angles morts dans le traitement de ces controverses? Alors ça, c'est des angles morts qui sont hyper intéressants. Ah oui, alors déjà, la réponse, je pense que oui. Et pourquoi? Ça serait eh bien parce que justement ça tient justement à mon avis à cette vision des sciences. C'est vraiment l'idée que vraiment cette vision scientiste que j'ai pu évoquer tout à l'heure, vraiment cette idée que la science nous permet vraiment de connaître l'entièreté du monde et voilà, la science est la forme la plus ultime de rationalité. Et je le répète, la science elle est évidemment objective et neutre, c'est une évidence. Donc si c'est évident, il n'y a pas besoin de le redémontrer. Donc ça pousse à des scientifiques à se dire si je fais mon travail de scientifique correctement, autrement dit s'il est validé par les pairs, si j'ai pas de contradiction, si je suis pas contredit par les instruments, par les expériences de reproduction, etc. A priori j'ai atteint la vérité, j'ai atteint la nature, quoi. Je sais vraiment ce qui se passe. Le truc, c'est que, je parlais tout à l'heure de la transition entre le 19e et le 20e siècle d'un point de vue scientifique, mais je n'ai pas cité vraiment l'exemple, c'est notamment la transition d'un point de vue, je vais prendre la discipline de la physique, c'est la transition entre une physique plutôt fondée sur la méthode newtonienne, sur la mécanique newtonienne, à une physique qui va passer sous sous l'égide d'Einstein, c'est pas tout à fait ça, mais qui va adopter de nouvelles thèses, donc il y a ce qu'on appelle un changement de paradigme. Et du coup, ça va être un moment où la science va se doter d'instruments, et puis en fait, on va se rendre compte que ce qui est de l'ordre de l'observable avec les sens humains, c'est pas suffisant, parce qu'il se passe des choses effectivement qui peuvent nous dépasser. Et c'est ce que propose notamment Albert Einstein avec l'idée de la contraction de l'espace-temps, c'est-à-dire de ne pas avoir un espace-temps régulier, d'avoir effectivement un espace courbe. C'est effectivement des choses qui sont compliquées à observer à l'œil nu, ou avec nos sens, nos 5 sens. Ou plus si on peut considérer qu'il y a plus de sens, mais disons c'est compliqué juste avec nos sens humains de pouvoir percevoir ou de pouvoir constater ce genre de phénomène. Donc ce qu'on observe c'est et ça rejoint ce que je disais sur l'irréductibilité des sciences, c'est qu'on va avoir des phases de spécialisation, c'est qu'on va voir émerger de nouvelles sous-disciplines scientifiques. Par exemple à la fin du 19e siècle, la thermodynamique va s'autonomiser, comme vont s'autonomiser plus tard la biochimie, etc. Et on va vraiment avoir des spécialités, donc des sous-disciplines qui vont émerger. Mais qui sont liés aussi au progrès des instruments, au progrès des connaissances, c'est-à-dire à l'augmentation des connaissances scientifiques, et avec cette idée qu'en fait on peut s'intéresser, l'idée en fait de faire une nouvelle discipline scientifique, c'est-à-dire en fait il y a un nouvel objet qui est analysable. C'est-à-dire qu'en fait on avait une part de réalité qui était par exemple analysée par la physique, c'était, ou la mécanique pour nous, c'était effectivement l'étude des mouvements, et puis effectivement il y a certains... En fait, dans ce grand objet que sont les mouvements, en fait, il y a des mouvements particuliers, donc on peut faire des sous-disciplines, parce qu'en fait, on a des instruments pour pouvoir travailler pour créer finalement cette sous-discipline. Donc, on a de nombreuses sous-disciplines, avec toujours cette classification dont je parlais tout à l'heure, avec encore une fois, d'abord les sciences formelles, puis les sciences expérimentales, puis les sciences sociales, et avec toujours cette idée que, moi, mon travail de scientifique, c'est vraiment de révéler ce que c'est la nature vraie. Donc dans une controverse, pour revenir à ta question, désolé je fais des détours un peu longs, mais effectivement on a donc des gens qui ont des disciplines différentes, qui peuvent avoir dans l'absolu le même objet. Ça peut être, c'est pas le cas de la méthanisation, mais ça pourrait être l'eau, mais la manière dont est perçue l'eau pour un biologiste ou une biologiste, ou quelqu'un qui fait de la mécanique des fluides, ou quelqu'un qui fait de l'énergétique, l'objet il prend des formes très différentes, et il y a des micro-rationalités d'ailleurs qui sont très différentes. Donc effectivement, quand on est dans une phase de controverse avec des incertitudes, donc des choses... Finalement, en fait, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas pourquoi ça produit ça, on ne sait pas comment mesurer tel type d'effets qui sont dénoncés par des individus ou des associations. En fait, on se rend compte qu'on est dans des moments, dans des temporalités où on ne peut pas, les règles scientifiques ne suffisent pas, puisqu'on ne sait pas. Donc finalement, et ça c'est quelque chose qui sont inconscients, en tout cas qui dépassent l'interprétation qu'on peut avoir bien souvent, c'est que dans ces périodes, dans ces temporalités, où les règles scientifiques sont plus ou moins suspendues par la force des choses, quelles sont les règles qui s'appliquent ? C'est des règles sociales. C'est-à-dire que si on a un doute entre les propos de telle discipline scientifique ou de telle discipline scientifique, finalement,
et de manière, encore une fois, presque inconsciente, on donne du crédit à la discipline scientifique qui est la plus valorisée. Alors je peux prendre un exemple, c'est que prenons une controverse où peuvent s'affronter des gens qui font de l'énergétique et des gens qui font de la biologie. Eh bien, s'il y a un désaccord, on va plutôt accorder du crédit à des gens qui font de l'énergétique, puisque c'est quelque chose qui est plus estimé. C'est quelque chose qui peut être vraiment inconscient. Enfin, il y a des gens pour qui c'est explicite. Et on retrouve ça aussi dans le monde de l'ingénierie, c'est-à-dire qu'on retrouve des rapports de force avec des gens qui font de l'aéronautique qui peuvent avoir une forme de condescendance, voire du mépris pour des ingénieurs qui travaillent pour l'agronomie. Parce que l'aéronautique, dans la classification, c'est au-dessus de l'agronomie. Donc ça peut être explicite, mais ça peut être aussi implicite, où bien qu'on donne du crédit à tout le monde, finalement on croit davantage la personne qui fait des maths ou la personne qui fait autre chose. Donc il y a des angles morts, mais ça c'est fatal, puisque effectivement quand vous travaillez dans une sous-discipline scientifique, vous ne pouvez pas voir l'objet dans sa totalité. L'objet il est ce qu'on appelle transfactuel, c'est-à-dire qu'un objet, n'importe lequel, il peut être à la fois mathématique et mécanique et biologique. Biologique moins si c'est effectivement un minéral, mais ce que je veux dire c'est qu'on peut l'appréhender sous plein d'aspects. Donc il est transfactuel, donc il mobilise plein de disciplines scientifiques, donc on ne peut pas le saisir dans son entièreté avec une seule, mais ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément reconnu par les scientifiques, puisqu'on leur a appris à avoir une méthode qui est une méthode de l'analyse, c'est-à-dire en fait on découpe le réel pour analyser une petite partie, et de fait on réduit. Donc en fait on a appris que la méthode scientifique c'était la réduction. Donc forcément vous pouvez être convaincu à partir de là que si c'est ça la méthode scientifique, que vous avez cerné l'entièreté de votre objet. Or c'est faux, puisque en fait après la réduction, ce qu'il faudrait, ça serait reconstruire, donc avoir une vue synthétique. Et ça demande de l'interdisciplinarité, ça demande d'autres choses. Donc effectivement, pour répondre à ta question, et encore une fois j'ai été très long, mais c'est-à-dire qu'effectivement cette classification des sciences, elle a des conséquences à cause effectivement des angles morts dans l'analyse des controverses, mais plus généralement dans l'analyse des objets, parce qu'une controverse finalement, il y a plein de potentielles controverses. En fait, la controverse elle émerge finalement quand vous avez vraiment une contestation d'une décision politique et économique dans laquelle vous trouvez un volet technologique, que ce soit l'aménagement d'un aéroport ou la construction d'une centrale hydroélectrique ou nucléaire, peu importe. Mais vous pouvez avoir une construction, la prise de décision sans contestation. C'est pas pour autant dire qu'il n'y a pas un potentiel de controverse. Donc finalement, ces angles morts, ils sont là tout le temps. C'est-à-dire que dans les controverses, on les voit plus que dans d'autres cas. Mais en soi, cette idée de réduire et de ne avoir qu'une certaine facette des objets sur lesquels travaillent les scientifiques, je pense que c'est quelque chose qui est en œuvre depuis ce tournant, depuis en tout cas un peu plus d'un siècle. Tu as déjà un petit peu répondu, mais est-ce qu'il y a des caractéristiques partagées, qu'elles soient réelles ou supposées, de certaines disciplines scientifiques qui font qu'elles sont forcément légitimes aux yeux des décideurs ou de la société pour s'appuyer dessus pour prendre des décisions ? Je dirais deux choses. D'une part, il y a quelque chose que j'ai un peu dit, c'est-à-dire que le fait que ça soit formalisé, ça donne plus confiance. C'est-à-dire formaliser le fait, par exemple, que les mathématiques, vous puissiez tout écrire avec le langage spécifique que celui des mathématiques. Le fait que vous puissiez formaliser, effectivement, il y a un effet de confiance. Si on peut l'écrire, c'est-à-dire qu'on a tout compris, il peut y avoir cet effet-là. Donc effectivement, alors que quand vous faites... alors moi, j'ai fait de l'hydraulique et de la mécanique des fluides. On peut formaliser beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on ignore et on y va un peu à tâtons, et puis c'est expérimental, quoi. Mais du coup ça donne forcément moins confiance que quand vous avez une discipline ou une sous-discipline où vous pouvez tout formaliser, quoi. Et a fortiori si vous prenez par exemple la biologie, qui est une science qui est hyper complexe, vous travaillez sur des organismes vivants, vous travaillez sur le vivant, quoi. Donc vous pouvez sans doute formaliser moins de choses. Est-ce que ça veut dire pour autant que vos résultats ne sont pas solides ? Moi je pense que si. Mais en fait, il y a cet effet de la formalisation qui fait que ça donne plus confiance. Ça, c'est la première chose. Donc ça dépend de l'histoire des disciplines scientifiques, parce qu'il y a des disciplines qui sont hyper récentes. C'est-à-dire les mathématiques, on en fait depuis un bon moment, quoi. C'est-à-dire, on parle souvent des Grecs, mais on peut remonter à l'époque babylonienne, on peut remonter aux civilisations égyptiennes. Il y a quand même un certain nombre de civilisations, donc à plusieurs milliers d'années avant notre ère, qui utilisent des rudiments de mathématiques. Donc, alors que vous prenez par exemple quelque chose comme la mécanique des fluides ou la biochimie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent, en tout cas qui s'est autonomisé de manière beaucoup plus récente. Donc c'est aussi, vous ne pouvez pas demander à une discipline qui a quelques décennies ou quelques centaines d'années d'avoir accumulé autant de connaissances, mais quand je dis connaissances, ça peut être des connaissances fausses, qui sont ensuite contestées et qui deviennent après des connaissances entre guillemets plus vraies. Voilà, vous pouvez pas, ça c'est pas possible. C'est-à-dire que forcément, les mathématiques par rapport à d'autres sous-disciplines scientifiques, elles ont
un capital de connaissances, elles ont accumulé plus, fatalement. Donc ça, c'est pour la dimension vraiment l'expression des savoirs et des discours d'une discipline ou d'une sous-discipline. Il y a aussi la dimension après sociale, encore une fois. Effectivement, vous retrouvez... alors, je sais que ça, c'est quand on parle des propriétés sociales des personnels scientifiques ou des sciences, c'est quelque chose c'est des sujets toujours un peu épidermiques. C'est-à-dire qu'on est toujours sur une ligne de crête où il faut à la fois... Moi, mon propos, c'est pas de dire que la science ne s'explique que par des propriétés sociales, et en même temps, nier l'influence des propriétés sociales sur les sciences, je pense que c'est d'être dans une forme de déni, quoi. Je pense qu'il ne faut pas non plus... Et l'histoire des sciences a une liste d'exemples qui commence à être quand même vertigineuse de, justement, de l'influence des propriétés sociales, des croyances sociales sur des thèses, des théories scientifiques, quoi. Donc c'est vraiment cette ligne de crête, sur laquelle j'essaie de tenir. Et de dire que, effectivement, je vais reprendre l'exemple que j'aime bien entre la biologie et la physique. C'est-à-dire que vous avez... mais ça, c'est pareil, c'est objectivable dans les cohortes étudiantes. Vous avez beaucoup plus de garçons en mécanique et vous avez beaucoup plus de filles en biologie. Je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai fait une école qui était tournée vers les mathématiques, la physique. Enfin voilà, il y avait l'informatique et des télécommunications, il y avait du génie électrique automatique avec de l'électronique et d'hydraulique et de la mécanique des fluides. Et on était, je crois, à peu près 80% de garçons. Vous prenez une école d'agronomie, en général c'est plutôt 80% de filles. Et vous voyez après dans les carrières qui gagnent le plus, c'est les formations qui sont plutôt tournées vers la mécanique, vers la physique, etc. Les gens qui font de l'agronomie gagnent moins. Donc vous avez effectivement ce cumul de vous êtes dans des secteurs plus valorisés quand vous faites certaines disciplines scientifiques et moins valorisés quand vous en faites d'autres. Vous êtes mieux payé. C'est-à-dire qu'aussi si vous êtes mieux payé, avoir une haute rémunération ne veut pas dire que ce que vous faites est très intelligent ou ce que vous faiite est très utile. Ce que je veux dire c'est que d'une certaine manière, tous d'un certain point de vue, on estime que votre travail il mérite une plus haute rémunération que d'autres. Vous pouvez travailler sur le même objet, mais si vous soyez agronome ou mécanicien ou mécanicienne des fluides, votre salaire il peut être du simple double. Donc c'est aussi qu'on estime, on encourage plus à aller quand même d'un certain côté que d'autres. C'est-à-dire que si on imagine qu'on est tous des homo economicus qui cherchons à optimiser nos revenus mensuels ou annuels, effectivement c'est plus intéressant d'aller vers la mécanique des fluides que vers l'agronomie. Et on peut dire, les agronomes, c'est pas le plus intéressant, on a les mécaniciens des fluides à côté. Donc voilà, il y a quand même ces propriétés sociales et en plus dans une période de controverse, trouver dans cette situation, on va plus écouter un homme qui est énergéticien et qui gagne bien sa vie plutôt qu'une biologiste, femme, qui gagne mal sa vie. Et voilà, et en fait vous vous retrouvez avec des règles sociales. Et je dis pas que ces règles sociales sont bonnes, attention, je veux dire, toutes les règles sociales sont critiquables, contestables et je pense qu'il ne faut pas manquer de le faire. Juste que de fait, ce qu'on observe c'est que c'est-à-dire que déjà, hors temps de controverse, il est très probable qu'on écoute, dans certaines conditions, on écoute plus un homme qu'une femme. Mais en plus, dans cette situation où on ne sait pas, on va faire appel à des règles qu'on a incorporées, qu'elles soient qu'on puisse les estimer a fortiori justes ou injustes. Donc voilà, je répète, mais vraiment les deux dimensions, du coup vraiment spécifiques aux disciplines et vraiment côté vraiment propriété sociale. Donc la science fait partie de la société en tant qu'activité du monde social. Et tu avais évoqué à un moment, quand on parlait tous les deux, que la science modifie notre rapport au monde. Et du coup, en cela, on peut dire qu'elle a un aspect prescriptif. Alors qu'on dit souvent que la science n'est pas censée prescrire, mais elle doit se contenter de décrire. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus ? Ouais, bien sûr. Alors déjà, moi je partage ton point de vue que l'activité scientifique est une activité sociale, mais c'est un point de vue qu'il faut argumenter parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Et il y a vraiment cette idée, mais voilà, encore une fois, dont on trouve des prémices au XVIe siècle et encore plus au XIXe siècle, qui se renforcent au XIXe siècle. C'est ce que Bruno Latour et d'autres ont appelé le grand partage, vraiment cette séparation entre la nature et les sciences d'une part, et de l'autre la culture et la politique d'autre part. Alors on cite souvent le débat entre Hobbes et Boyle à propos de la pompe à vide, cette pompe qui permet de faire le vide avec mais est-ce que le vide peut exister, mais Dieu n'a-t-il pas dit que, et on voit que de cette dispute, de cette controverse entre les deux individus, on voit finalement une forme de séparation une séparation qui est intellectuelle. Enfin, ce que je veux dire, je dis pas qu'elle est concrète dans la pratique, et je pense qu'elle l'est pas. Je pense que la science c'est une activité sociale. On va voir cette idée que la nature doit être réservée aux scientifiques, mais la nature comme séparée de la culture. Et la culture, elle est prise en charge par les politiques, par les personnels politiques, et puis voilà, point barre. On sépare vraiment les deux. Et il y a ce que Bruno Latour appelle vraiment le travail de purification, où effectivement, à chaque fois qu'on produit, on a des activités qui montrent pourtant vraiment l'articulation entre les deux, et on est entouré de la preuve de ça. C'est-à-dire que quand on utilise sa voiture,
on met en marge des propriétés thermodynamiques, on utilise du caoutchouc qui provient de la nature, c'est-à-dire qu'on a une activité sociale à l'aide, enfin on utilise des marchandises qu'on considère comme des objets finalement qu'on ne pense pas, mais finalement en fait cette voiture, elle n'existe pas en tant que telle, mais elle utilise des objets, des matériaux, des ressources qui sont dans la nature. Elle a un impact sur notre vie de tous les jours. Donc en fait, la nature et la culture ne sont pas du tout dissociées, elles sont reliées en permanence, puisqu'on a besoin de manger, on a besoin, on se déplace pour nos activités professionnelles, personnelles, etc. Donc en fait, on est en contact permanent en fait, avec cette nature, même si on la travaille et on la modifie et on lui donne des formes spécifiques, comme un ordinateur ou une voiture ou une centrale nucléaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est en contact en permanence avec, en permanence en fait. Donc cette séparation, elle est purement abstraite. Et effectivement, ce travail de purification, il cherche à chaque fois à montrer que non, c'est vraiment, il y a vraiment les deux choses sont séparées. Et ça, c'est dans le lexique, dans les imaginaires. Le lexique, tu vois, on parle de découverte. Derrière la découverte, on a créé une expérimentation avec des instruments. Ce que je veux dire, c'est que je nie pas le fait que quelque chose a été découvert ou qu'il y a quelque chose qu'on ignorait, qu'on sait à présent. Et ce que je veux dire, c'est qu'on ne l'a pas découverte comme ça. C'est pas en se promenant que non. C'est-à-dire qu'il y a eu derrière la théorisation, il y a eu tout un travail, toute une activité humaine qui a été produite, donc une activité sociale. Aujourd'hui, en plus, avec une science qui est internationalisée, avec des chercheurs et des chercheuses de tous les pays. Donc, bref, ça pour dire que je suis tout à fait d'accord avec ton point de vue sur aussi une activité sociale, mais c'est quelque chose qu'il faut argumenter parce qu'en fait, on se rend compte que, je me rends compte qu'effectivement, on peut ne pas être d'accord. Donc, la seconde partie de ta question m'a échappé. Si la science comportait forcément un aspect prescriptif. Ah oui, oui, alors je pense que finalement j'ai lancé quelques pistes de réponse. En fait, si on considère du coup que les deux sont plus séparés mais que les deux s'articulent, encore une fois, l'idée c'est pas de nier la spécificité de l'activité scientifique. Moi je me considère comme un scientifique et je suis pas en train de dire que mon activité elle est égale. Je suis pas dans une forme de relativisme où en fait tout se vaut. Non, mon activité elle a certaines règles, mais comme au final toutes les activités, donc elle a des règles spécifiques avec un objet de travail qui est singulier, hein, c'est mon environnement, hein, social et naturel. Je travaille, moi je suis en sociologie, on travaille plutôt sur les sociétés, mais les sociétés elles s'insèrent dans des environnements naturels, donc le tout fait partie, mon objet de travail c'est le tout quoi. Donc moi je me revendique, donc je peux entendre dire que les règles que toutes les activités se valent, mais en tout cas c'est une activité spécifique mais qui s'intègre aux activités sociales. Et effectivement, ce que vous produisez dans la science, les résultats scientifiques que vous produisez, elles ont un impact. Elles ont un impact sur les représentations que vous faites du monde. C'est-à-dire qu'il faut se pencher sur l'histoire des sciences pour s'en convaincre. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que vous avez une opposition aussi forte sur le modèle héliocentrique ? Parce qu'en fait, vous avez des conceptions du monde où, effectivement, si la Terre est autocentre, c'est parce que le roi est la représentation de Dieu sur Terre, donc effectivement, tout tourne autour du roi, puisque tout tourne autour de Dieu. Enfin, je veux dire, je sais que ça prête à sourire aujourd'hui, parce que je trouve que c'est légitime, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, vous présentez la Terre comme n'étant plus le centre de l'univers, mais tournant autour du Soleil, ça bouleverse, en fait, toutes vos autres croyances, en fait. Puisque vos croyances, je ne dis pas que toutes nos croyances sont cohérentes, mais je pense que c'est peut-être une des propriétés de l'être humain, c'est quand même de chercher à une certaine forme de rationalité, ou en tout cas une propriété contemporaine, hein. Je ne dis pas que c'est quelque chose forcément d'inné, mais de chercher en tout cas une forme de cohérence à minima. Tout n'est pas cohérent, mais on cherche quand même à mettre en cohérence, ou de dire une certaine forme de logique, sinon tout est illogique et on ne peut plus rien prévoir, et qui suis-je dans ce monde complètement désordonné. Mais donc effectivement, quand vous passer à un modèle héliocentrique, voilà, ça remet en cause plein de choses, et vous avez beaucoup d'hommes d'église qui acceptent les thèses de Galilée, et du coup il faut reconstruire une nouvelle théologie, en tout cas de nouvelles doctrines, pour que ça soit en accord, parce que sinon c'est pas possible quoi. Alors ça, là je parle d'un exemple qui est assez ancien, mais aujourd'hui beaucoup de gens ne s'imaginent pas vivre sans Netflix, beaucoup de gens ne s'imaginent pas vivre sans téléphone portable, et beaucoup de gens ne s'imaginent pas vivre sans voiture. Or les trois inventions dont je viens de parler, que je viens de citer, sont des inventions qui sont extrêmement récentes. Alors plus pour Netflix, pour les voitures, je vais bien l'accorder, mais c'est des choses qui sont extrêmement récentes. Ce sont des inventions qui ont transformé nos vies, ça c'est clair. La voiture nous permet de voyager, nous permet de déplacer à des vitesses qui étaient inconnues, qui étaient inimaginables avant. Donc c'est une expérience humaine. L'expérience humaine avec la voiture, elle n'a rien à voir avec l'expérience humaine sans voiture. L'expérience humaine sans téléphone portable n'a rien à voir avec l'expérience humaine sans téléphone portable. Donc je ne dis pas que ça change tous de tout, et que je veux dire que je ne peux pas comprendre la vie de quelqu'un sans téléphone. Quoique. Je veux dire, c'est que tout ce qu'on organise, nos activités, tout intègre ces nouveaux outils, intègre ces innovations technologiques. Et en gros, ça les absorbe, et bien on prend ça en compte et on recommence quoi. Et il y a Bruno Latour qui a
un bon exemple quand il parle d'Archimède et des innovations d'Archimède en termes d'outils de guerre. Eh bien, les cités grecques avant Archimède, c'est plus les cités grecques après Archimède, et ce potentiel d'hégémonie militaire, d'hégémonie politique, à partir du moment où vous avez les armes, effectivement, vous pouvez coloniser, étendre votre territoire, vous pouvez coloniser ça, l'Europe en particulier, c'est pas gêné. Vous pouvez faire d'autres choses, et en général vous le faites. Donc effectivement, donc les sciences transforment les vies. Donc effectivement, elles ont une dimension prescriptive pour ça. Après, c'est toujours ambivalent, c'est-à-dire que je pense pas que ça soit toujours unidirectionnel. Je pense que comme les gens qui y a toujours, on cherche ce qu'on trouve d'une certaine manière. C'est-à-dire que la science, c'est aussi des visées. C'est-à-dire que quand on fait des programmes de recherche sur des armes, alors je dis pas qu'on ne fait que tuer avec des armes, mais on fait aussi beaucoup tuer avec des armes. Ce que je veux dire, c'est que on cherche des choses, et il y a beaucoup de choses aussi qu'on ne cherche pas. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on cherche aussi ce qu'on trouve, et bien qu'il y a des exemples qui me donneront tort, parfois on cherchait dans une certaine direction, en fait ça a donné une opportunité pour découvrir autre chose, je suis parfaitement d'accord. Donc ça arrive, et ça arrive souvent, en tout cas ça arrive pas qu'à de très faibles occurrences. Néanmoins, moi j'ai quand même cette conviction où quand même, le spectre, il est pas non plus étendu complètement, il est restreint à même si encore une fois il peut y avoir des usages détournés ou des usages ou finalement des découvertes inattendues, mais néanmoins c'est les scientifiques qui font des recherches, et ils recherchent selon leurs problématiques, qui définissent, ou alors on les aide à les définir, mais en tout cas c'est toujours des problématiques qui sont posées par les êtres humains. C'est-à-dire que vous n'avez pas la nature qui elle-même vous inscrit. Enfin, c'est ce que je pense. J'aimerais qu'on peut me démontrer. Enfin, je veux bien qu'on me démontre le contraire. Je serais très heureux d'avoir la démonstration du contraire. Mais a priori, j'ai l'impression que c'est plutôt des êtres humains qui posent leurs problématiques. Donc à partir de là, j'ai du mal à concevoir autre chose que effectivement une prescription. C'est-à-dire en fait, moi, ce que j'entends par prescription, c'est finalement. Je dirais pas seulement que prescription. En fait, je dirais même une orientation en fait. Encore une fois, cette orientation, elle n'est pas unidirectionnelle, et c'est pas, je veux pas avoir une définition rigide de l'orientation, mais finalement ça trace une voie, quoi. On peut s'en écarter plus ou moins, on peut ensuite aller éventuellement dans une autre direction, mais quand même quand vous mettez plus d'argent, prenons un exemple plus ou moins fictif, vous mettez beaucoup d'argent dans des recherches sur les armes bactériologiques et pas d'argent, et beaucoup moins d'argent sur comment définir des agricultures avec moins d'intrants chimiques et qui puissent quand même résister aux parasites, vous orientez les sociétés dans une certaine direction. C'est-à-dire vous orientez les sociétés vers de nouvelles sociétés où on est très fort en armes bactériologiques et pas très fort en agriculture, en agroécologie. Ça c'est quand même... je veux dire, pour moi c'est un fait. Je vous laisse méditer quelques secondes sur ce qu'Antoine vient d'exposer, le temps que je change les piles de mon micro. Ça serait quoi l'apport des sciences humaines et sociales à la compréhension des sciences et des questions socio-techniques ? Alors, j'essaie d'ordonner mes réponses. La première, ça serait... Je pense qu'on pourrait viser déjà une meilleure compréhension des objets scientifiques, en fait. Tout à l'heure, je parlais d'une méthode scientifique qui est devenue la méthode scientifique avec un grand M et un grand S, qui est notamment celle de la modélisation analytique. Cette idée qu'en fait, comment on procède d'un scientifique, il se restreint à une certaine partie de la réalité. Cette partie de la réalité va devenir un apanage de sa discipline scientifique. Donc on réduit la réalité à une portion congrue qui va être ensuite devenir le domaine de spécialisation d'une fraction scientifique, donc d'une discipline scientifique. Et après on modélise, c'est-à-dire qu'on essaie de faire un schéma virtuel de ce qui se passe. C'est-à-dire que quand vous faites la modélisation d'un lancer, quand vous faites de la mécanique, mais ça vous faites au lycée, vous modélisez, vous tracez, vous prenez une page blanche et vous tracez un trait en courbe, en cloche. Voilà, là vous avez modélisé, vous avez fait finalement un schéma virtuel d'un lancer. Bon, quand vous lancez une balle de tennis, vous voyez pas une cloche. De fait, ou alors vous avez des sens extrêmement beaucoup plus développés que les miens, ce qui est tout à fait possible, mais a priori si vous lancez une balle de tennis ou une chaussure ou peu importe, vous ne voyez pas une cloche, vous voyez votre objet effectivement qui bouge. Donc ce que je veux dire par là, c'est que pourtant quand vous faites un dessin de cloche, effectivement vous pouvez vérifier que vous vous approchez de la réalité, c'est-à-dire que vous pouvez faire des calculs, vous utilisez une forme déductive, vous utilisez des calculs, et puis vous pouvez selon la position de départ et selon un certain nombre de paramètres que vous calculez, le vent, les frottements de l'air, vous pouvez, ou la masse de votre objet, vous pouvez calculer là où il va se poser.
Et on peut vérifier ça expérimentalement, donc je ne suis pas en train de dire que c'est faux de le faire, je pense que même que ça fonctionne bien. Mais là, vous avez modélisé une partie de votre objet, c'est-à-dire juste son mouvement. Mais vous n'avez pas défini ce que... voilà, l'objet, ça peut être n'importe quoi de fait. Ce qui va nous intéresser dans ce cas, c'est la masse, mais ça peut être n'importe quoi. Donc d'autres disciplines vont analyser non pas le mouvement de cet objet, mais ses caractéristiques, si c'est vivant, ses propriétés, son fonctionnement, si c'est sa composition physico-chimique, si vous faites la chimie, peu importe, là je dis des choses assez évidentes, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on utilise des scientifiques, c'est la méthode de modélisation analytique. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je pense qu'il manque une partie en fait. Maintenant qu'on a fait ça, la méthode scientifique, pour moi, elle est atrophiée de moitié. Je pense qu'il faut compléter par une perspective synthétique. C'est-à-dire que maintenant qu'on est très balèze pour calculer le mouvement de cet objet, ça peut être intéressant de connaître tout le reste en fait. Et pour faire ça, c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement sorcier, c'est faire quelque chose qu'on peut appeler par exemple de la pluridisciplinarité, voire de l'interdisciplinarité. Alors pourquoi c'est pas fait ? Alors c'est pas fait pour plusieurs raisons. C'est que on dit aux scientifiques, la meilleure méthode, c'est la modélisation analytique. Donc quand vous vantez une méthode plutôt qu'une autre, évidemment, vous avez une orientation qui se fait, donc les gens ils privilégient une méthode plutôt qu'une autre. Cette valorisation, elle passe par plein de choses. C'est-à-dire que vous n'êtes pas valorisé dans votre carrière de scientifique si vous faites de l'interdisciplinarité. Vous n'êtes pas valorisé d'un point de vue du prestige scientifique, parce que en général, les revues d'interdisciplinarité sont moins valorisées que les revues spécialistes. Il y a des exceptions. Vous avez des choses comme Nature ou Science, où effectivement, là, on est sur 2 revues, sur l'entièreté de toutes les revues scientifiques, donc c'est pas non plus énorme. Mais en règle générale, les revues interdisciplinaires sont moins valorisées que les revues spécifiques. Donc effectivement, vous n'êtes pas du tout encouragé à faire de l'interdisciplinarité, donc à comploter votre point de vue avec d'autres gens. Mais là, je parle d'exemple en sciences expérimentales, mais on pourrait prendre pareil en sciences humaines. Mais bon, en sciences humaines, comme les règles sont un peu plus souples, parce qu'effectivement, le prestige est moindre. Donc en fait, il y a moins d'exigences, quoi. Mais moi, si je prends mon cas, mais on peut prendre plein d'autres cas, je m'intéresse aux méthodes historiques parce que j'ai besoin, moi, de remettre mon objet dans une perspective historique. Je communique avec des économistes parce que j'ai besoin d'avoir leur point de vue en termes quelles sont les caractéristiques économiques de tel type d'activité professionnelle par rapport à d'autres. Je peux communiquer avec des anthropologues qui vont parler de l'histoire des agricultures et puis des rapports dans ce type d'activité précise à travers le temps ou à travers les civilisations. Enfin, moi, si quelque part, mais ça c'est ma conviction, si je veux faire de la bonne science, je suis un peu forcé à aller voir dans ces autres disciplines parce que de toute façon ces frontières elles sont un peu artificielles. C'est-à-dire que pour moi ces frontières elles définissent la première partie de la méthode, c'est-à-dire la modélisation analytique. Si on veut faire la synthétisation, il faut dépasser les frontières de ces disciplinaires. Je vois pas d'autres solutions. Pour l'instant il y en a peut-être d'autres, mais moi j'en vois pas d'autres. Et dernière chose pour finir, parce que là je suis déjà trop long, mais il y a je pense qu'il y a des controverses, et pas des moindres, comme par exemple l'urgence écologique, où je vois pas comment on peut trouver de solutions, si tant est qu'on veuille les trouver. Parce que ça, encore une fois, je ne parle pas forcément de ce postulat-là, mais si on veut trouver des solutions, je ne vois pas de quelle manière comment faire sans une vue interdisciplinaire. Et ce qui me renforce dans cette conviction, c'est aussi mon mémoire sur le militantisme écologiste. C'est-à-dire que si les ingénieurs, c'est un public comme les scientifiques en sciences expérimentales qui est assez dépoétisé. Forcément, quand vous avez une image où vous êtes scientifique et vous essayez de tendre vers votre vision un peu fantasmagorique de la science qui est neutre, objective, le monde social est poétique, où il y a des polémiques, où les gens sont méchants avec les autres, irrationnels, prennent des décisions que vous n'estimez pas être les bonnes d'un point de vue scientifique, ce qui est à mon sens légitime d'ailleurs. Vous rejetez ce monde social et finalement vous vous intéressez pas à la politique parce que ça c'est vraiment aux antipodes de ce que vous considérez comme le mieux dans la vie, c'est-à-dire la science. Donc les ingénieurs et les scientifiques, une grande fraction des ingénieurs et je pense une fraction significative des scientifiques ne se sont pas intéressés par la politique et finalement entrent dans le militantisme par l'idée que la science ne suffira pas. C'est un peu la définition de ce qu'on appelle le transscientifique en fait, cette idée que vous avez, alors moi c'est quelque chose dont je ne suis pas convaincu. Le transscientifique c'est un peu cette idée que la science est comme en dehors de la société, mais il y a en fait ces deux cercles, c'est des disques qui se recouvrent en partie. Et qu'il y a quand même une petite partie qui appartient aux deux, mais il y a quand même une partie des sciences qui n'appartient pas. Bon, quelque chose sur lequel je ne suis pas entièrement convaincu, mais en tout cas il y a des scientifiques qui finalement, en observant les controverses, et par exemple le changement climatique, se disent là en fait la science suffira pas, on a fait plein de découvertes et en fait on sait que là il faut arrêter les frais parce qu'on va dans le mur, et d'un point de vue politique ça ne suffit pas du tout. Donc en fait a priori on peut continuer, et on va continuer à travailler d'un point de vue scientifique sur ça, mais on voit que le blocage, c'est plus d'un point de vue des sciences. Pourtant, il y a eu des
des obstacles dans le monde scientifique. Vous avez plein de scientifiques qui sont toujours d'ailleurs climato-sceptiques, qui sont sceptiques d'ailleurs sur beaucoup de choses. Alors je suis désolé d'utiliser le terme sceptique, là j'utilise pas d'un point de vue péjoratif, c'est qu'ils eux-mêmes revendiquent sceptiques, qu'ils ne croient pas à ces phénomènes-là, et je suis prêt, de toute façon, je suis ouvert à tous les débats, donc je pourrais en discuter évidemment. Mais du coup, il y a déjà eu un certain nombre d'obstacles dans le monde scientifique. Aujourd'hui, et il y a eu des travaux qui ont montré que beaucoup de climato-sceptiques ont été financés par des think tanks, financés par des multinationales, notamment dans les énergies fossiles aux États-Unis. Enfin bon, bref. Il y a eu des travaux, notamment, je pense à Naomi Oreskes aux États-Unis, sur les financements du climato-scepticisme, par exemple. Bon bref, ce que je veux dire c'est que donc vous avez même dans les sciences expérimentales et de l'ingénierie qui sont pourtant des domaines qui ne sont pas les plus politisés, vous avez des gens qui rentrent en politique, pas d'un point de vue professionnel mais d'un point de vue militant, parce qu'ils se disent même si on a toujours plus de sciences, ça ne suffira pas, donc il faut qu'il y ait action politique. Donc là on voit bien que les deux sont liés, enfin je veux dire effectivement. C'est-à-dire que, et moi c'était un peu, c'est ce qui m'a poussé à partir en sciences sociales, parce que en ingénierie, et sans être un bon ingénieur, c'est que j'étais convaincu qu'on avait quand même beaucoup de technologies à notre disposition. Alors je ne dis pas que cette technologie elle est parfaite, je ne dis pas que on a tout trouvé, on a tout résolu, mais je me dis en fait on a quand même un sacré stock de connaissances, d'instruments, de techniques de production, enfin on a quand même beaucoup de choses, mais en fait c'est comment on s'en sert en fait. Et parce que vous avez quand même des gens comme des entrepreneurs de cause charismatiques qui disent maintenant il faut changer, c'est la politique de changer, parce qu'en science on a déjà commencé le travail et on a déjà plein d'idées, on a déjà plein de technologies qui pourraient soit être utilisées autrement, soit de nouvelles technologies qui sont peut-être moins coûteuses en carbone, en énergie, etc., qui pourraient se substituer, etc. Mais ça ne suit pas d'un point de vue des décisions politiques. Donc moi, ce qui m'intéressait, comment ça se fait qu'on a un stock énorme, quand on a un stock qui est quand même pas négligeable de technologies qui pourraient être, climat compatibles, et qu'on ne s'en sert pas ou que ça reste dans les tiroirs. Bon, il faut aller voir d'un point de vue politique. Donc je pense que, pour répondre à ta question, j'ai été très loin encore, mais effectivement, je vois l'intérêt d'avoir ce point de vue synthétique, cette interdisciplinarité, à la fois pour mieux comprendre les objets scientifiques, mais ça d'un point de vue vraiment purement du fantasme scientifique, d'essayer de toujours mieux connaître parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais aussi d'un point de vue des controverses où effectivement, je ne vois pas comment on peut faire sans cette interdisciplinarité qui nous permet de voir le plus de dimensions possibles d'un objet controversé pour essayer de résoudre le problème, en fait, de clôturer la controverse. Il y a une dimension très politique et engagée qui ressort de ce que tu dis par rapport aux sciences sociales spécifiquement. Est-ce qu'elles sont forcément engagées, les sciences sociales, et est-ce que c'est un biais ? Alors, en fait, je pense qu'il faut que, en fait c'est intéressant, en fait, mais c'est des débats qui sont d'ailleurs très actuels sur la dimension engagée, militant. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que on part du principe qu'il y a une voie qui est bonne ou non engagée. Bon, pour moi, elle se situe dans le temps, on lui donne des noms. Moi, le nom que j'aime bien lui donner, c'est le nom que lui a donné notamment Pierre Bourdieu et Luc Boltanski. C'est un peu l'idéologie de la fin des idéologies. Cette idée qu'en fait, il n'y a qu'une seule voie possible. C'était un peu la chute du mur de Berlin, l'URSS s'effondre, donc la fin de l'histoire, quoi. Bon, pour paraphraser Francis Fukuyama, il n'y a plus de débat. C'est un peu la victoire par chaos du There is no alternative de Margaret Thatcher. Donc il n'y a plus d'idéologie, puisque il n'y a plus d'idéologie. Mais Bourdieu et Boltanski ont eu cette expression que je trouve vraiment géniale, c'est l'idéologie, la fin des idéologies. Donc il n'y a plus de débat à avoir, donc maintenant il faut simplement faire de la bonne gestion du système capitaliste, libéral, de marché, et puis tout se passera bien. Il y a des gens qui ne sont pas convaincus, j'en fais partie de cette idée-là. Mais du coup, j'ai l'impression que cette idée d'une voie bonne, normale, qui fait pas trop de bruit et qui finalement, où on n'est pas dans le conflit, parce qu'il n'y a pas de conflit à avoir. En fait, le conflit n'est pas légitime puisqu'il n'y a pas de discussion à avoir, il n'y a pas de débat, puisqu'il n'y a qu'une seule voie possible. Si vous avez des idéologies, forcément vous avez un conflit. Vous avez la guerre froide, vous avez des guerres, ou peu importe, vous avez en tout cas des conflits qui peuvent être plus ou moins violents. Mais s'il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de raison de conflit en fait, il n'y a plus de raison d'être en débat. Enfin, je veux dire, on fait des tableaux Excel, on fait des calculs de PIB, de croissance, et puis c'est marre. On a terminé, fin de l'histoire, et puis on peut rentrer se coucher tranquille. Bon, moi ça, j'ai quelque chose, je n'y crois pas. Donc forcément, quand on dit engagé, alors, pour revenir à la question, c'est qu'effectivement, quand on dit engagé et militant, souvent j'ai l'impression qu'on attribue cette caractéristique à des positions qui ne vont pas dans ce sens-là, ou en tout cas qui peuvent être en contradiction, mais même mineure, avec cette doxa qui est un peu
cette idée, cette idéologie des fins des idéologies qui va être un discours qu'on peut qualifier de néolibéral. Alors aujourd'hui, il y a des discussions vers une transition d'un néolibéralisme vers un libertarianisme autoritaire. C'est des questions que je prends très au sérieux et que je trouve très intéressantes. Mais en tout cas, il y a une doxa générale qui est portée par un discours très économique, voire économiciste. Et en fait, dès que vous déviez un peu ou vous pouvez être un tout petit peu en contradiction, vous pouvez être qualifié d'engagé. Alors, mais pour moi, en fait, soutenir ce discours, c'est être engagé. Enfin, pour moi, l'engagement, c'est pas quelque chose où d'être militant ou activiste ou engagé, c'est pas, déjà d'une part, c'est pas forcément péjoratif, mais je pense qu'à un moment, c'est un peu comme l'idée de la science neutre. C'est-à-dire l'idée qu'on peut être poétiquement neutre. Moi, j'y crois pas du tout. C'est-à-dire que vous avez, alors, on peut être plein d'opinions sur plein de choses, pourquoi pas, mais je pense que j'ai du mal à concevoir une personne qui n'a d'opinion sur rien. Pour moi, c'est une expérience de pensée, d'accord, mais je trouve pas ça très concret. Enfin, pour moi, du coup, c'est abstrait. J'imagine que vous avez au minimum quand même quelques opinions sur. Vous agissez, vous vivez des trucs dans la vie, vous vivez des expériences, vous êtes en lien avec d'autres gens. Il y a des choses qui vous font de la peine, des choses qui vous font du bien. Donc, vous avez donc au moins des opinions sur qu'est-ce qui vous fait aller bien, qu'est-ce qui vous fait aller mal, et puis sur votre situation sociale, économique, de santé, alimentaire, que sais-je. Mais je vois mal comment on peut avoir pas d'opinion. Donc la vue de l'esprit du poétiquement neutre, moi je n'y crois pas du tout. Donc en fait, moi si on me qualifie d'engagé ou militant, pourquoi pas. Mais en fait nous sommes tous engagés et militants. Alors des intensités plus ou moins affirmées, plus ou moins fortes, ça je veux bien le croire. Hein. Il y a des gens qui sont plus militants que d'autres, plus engagés que d'autres, ça c'est une certitude, ça je veux bien l'admettre. Mais du coup, est-ce que les sciences sociales sont engagées ? Elles sont, à mon sens, pas plus ni moins que les autres sciences. Après peut-être qu'il y a cette réflexivité, donc cette idée de... mais c'est ça en fait, c'est ce retour sur soi, ce retour, essayer d'avoir un peu de recul sur ses actions, prendre conscience de ce qu'on fait ou de ce qu'on pense ou de comment on agit. Alors peut-être que dans les sciences sociales, il y a un peu plus cette réflexivité, mais parce qu'en fait en sciences sociales, on est dans la classification des sciences, on est assez bas, on n'est pas aussi prestigieux que les mathématiques ou la mécanique. Et je pense qu'on est aussi, il y a une forme il n'y a jamais eu cette prétention ultime d'être... il y en a chez certains et certaines, mais je pense majoritairement, il n'y a pas ce fantasme d'être finalement les porte-parole et les représentants les plus parfaits des gens, de la société. Bon, je pense qu'elle est moins présente que ce fantasme d'être les représentants de la nature chez les scientifiques expérimentaux. Mais quand je dis ce fantasme, c'est pas quelque chose de péjoratif. Moi, je suis pas dans une forme de jugement, c'est bien, c'est mal. Quelque chose que j'observe et je veux dire, je pense qu'on peut tous avoir des fantasmes, donc c'est pas du tout. Encore une fois, c'est pas pour tirer à balle réel, non, pas du tout. Donc voilà, est-ce qu'elles sont plus engagées ? Je pense qu'il y a effectivement cette dimension réflexive qui est peut-être plus présente. Ça, je pense. Donc l'idée de, en fait, en sciences sociales, en fait, on choisit ces problématiques et en fait, on essaye d'avoir, on travaille, on essaie de produire des résultats et finalement d'aider à changer les choses. Mais quand vous faites la recherche médicale, vous avez aussi une visée, c'est d'aider à mieux soigner les gens. Et je veux dire, moi, je trouve ça bien. Je veux dire, comme vous faites, quand vous faites des recherches où vous essayez que tel moteur soit moins polluant, vous avez une visée. Je veux dire, elle peut être bien, mal, ou si vous faites des armes, peut-être que vous aidez à plus tuer. Bon, là, du coup, vous pouvez trouver ça mal ou bien. Et donc, vous avez des visées, donc vous êtes engagé dans la poursuite de votre problématique qui a des effets sur le monde. Voilà, donc les sciences sociales sont engagées d'une manière différente parce que notre objet, c'est pas, effectivement, c'est pas, il y a des êtres humains dedans, en tout cas de manière explicite, formalisée, il y a des êtres humains dedans, donc effectivement. L'engagement il est peut-être plus manifeste, il est peut-être plus évident, mais pour moi il n'est pas plus présent que dans les autres sciences. Bon, comme tu le dis, on est tous engagés, les disciplines sont engagées, les sciences sont engagées, donc la pratique du scepticisme scientifique est forcément engagée, ce qu'on peut appeler la zététique est forcément engagée. Ça paraît important dans ce cas-là de spécifier quel est cet engagement pour pas s'engager sur une voie qui nous déplairait a posteriori. Ma réflexion sur la zététique, le scepticisme, c'est que on n'explicite pas ces engagements, on n'explicite pas nos objectifs, et il me semble que ça peut amener à favoriser le statu quo et les dominations, les oppressions systémiques, si on n'y fait pas gaffe. Ouais, complètement. Alors, ça me fait penser immédiatement à deux choses. C'est que ça, je pense que quelque chose que la sociologie pourrait peut-être apprendre à des disciplines des sciences expérimentales, ça serait justement ce procédé méthodologique où l'idée, effectivement, c'est de formaliser
mettre au propre, à l'écrit, et voilà, d'où on parle, quelle est sa position. L'idée, c'est pas de faire un procès, c'est juste de mettre au clair aussi pour s'aider à comprendre pourquoi est-ce qu'on veut travailler sur ce sujet-là, qu'est-ce que ça va apporter, quelles sont aussi les influences. C'est-à-dire que si on a une recherche financée par un tel financeur, ça a un impact. C'est-à-dire que vous pouvez aussi, si vous êtes financé par une entité extérieure, vous pouvez aussi... faut savoir que vous êtes susceptible d'être influencé par cette entité, c'est-à-dire de vouloir aussi obtenir des résultats qui plaisent à cette entité. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce processus méthodologique, l'idée, c'est pas une liste des obstacles à la bonne science, c'est juste de dire, voilà, moi je pars de là. L'idée, c'est de dépasser ces obstacles éventuels pour arriver effectivement vers le plus d'objectivité possible. Et ça, c'est quelque chose dont Max Weber parle pour ce qui est des sciences sociales, en particulier la sociologie et la science politique. Je pense qu'il est plutôt dans le déni, je pense qu'il vaut mieux, je pense que c'est plus pertinent pour obtenir des résultats scientifiques, de dire par exemple en sciences expérimentales dans quel paradigme on se situe aussi, quelles sont les théories qu'on adhère, dans les controverses qu'il peut y avoir, dans les controverses scientifiques, de dire moi je suis convaincu de ça. L'idée, c'est pas dire que c'est bien ou c'est mal, c'est-à-dire je me situe de ça, donc ça explique aussi pourquoi j'ai conçu telle expérience, parce que je pense que c'est cette théorie qui est la bonne, ou en tout cas cet ensemble de théories qui fonctionne, et pas un autre, ou alors là-dessus cette hypothèse je suis en désaccord. Et je pense qu'en fait c'est juste un processus méthodologique qui me semble assez sain. Et la seconde chose que je voulais dire, c'était que si on fait pas ça, en fait on est dans... Et c'est le problème, et c'est tout, ce qui est à la fois passionnant et ce qui peut être assez terrible dans la science, c'est que il y a des croyances scientifiques, il y a ce que Georges Canguilhem appelle l'idéologie scientifique, cette idée qu'on se fait de la science qui peut être très loin de la pratique scientifique, du travail concret des scientifiques, avec et on en a vu d'ailleurs les effets pervers, c'est que si on croit que la science elle est parfaite, elle est neutre, on peut avoir tendance à pas du tout écouter des gens qui contestent les effets de telle ou telle technologie en disant en fait vous êtes des idiots, vous avez rien compris, vous êtes des profanes, vous êtes des non-scientifiques, moi je sais ce que c'est. Donc, alors que même si on était dans une démarche synthétique, il n'y a rien qui dit qu'on verrait toutes les dimensions d'un objet. Mais tant qu'on reste en plus dans cette méthode de modélisation analytique où on réduit la réalité à une portion congrue sur laquelle on devient spécialiste, il y a encore moins de chances d'avoir cerné l'objet dans son entièreté. Donc il y a cette idée en fait moi je suis le représentant de la science, moi je sais, vous ne savez pas, je suis un sachant, écoutez-moi, et si vous ne m'écoutez pas, vous êtes des imbéciles et il n'y a rien à faire. Et ça c'est quelque chose, c'est une posture qui me semble problématique. Ce que je veux dire, ça ne veut pas dire que les contestations peuvent être finalement, on peut conclure que les contestations n'avaient pas lieu d'être. Mais ça je dis pas l'inverse. Mais je ne dis pas pour autant qu'il ne faut pas les prendre au sérieux, il ne faut pas en discuter et puis trouver peut-être mener de nouvelles recherches pour montrer qu'effectivement peut-être que cette contestation n'avait pas lieu d'être. Je ne suis pas en train de présumer que tous les gens qui contestent la science ont raison. Juste qu'en fait, je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. C'est tout. Et je pense que du coup, il est intéressant de mettre au clair ces idées sur la science parce que ça permet aussi d'en voir les limites. Et c'est là où c'est pervers, c'est que du coup, il y a beaucoup de scientifiques qui s'enferment dans des croyances. Ça peut produire des résultats scientifiques tout à fait pertinents. Mais ce que je veux dire, c'est des situations où ça peut être problématique, et notamment dans des situations de controverse. Donc je pense que c'est cette idée de mettre au jour ces croyances, ça permet aussi finalement de dévoiler aussi les rapports de pouvoir, parce que je veux dire l'espace académique ou l'espace universitaire n'est pas un espace irénique où il n'y a pas de problème, pas de violence, tout va bien, nous ne sommes que des gens dévoués à la recherche. Non, c'est pas vrai du tout. Enfin, je veux dire, il y a des luttes de pouvoir pour les tenants d'une théorie, des gens qui défient. Il y a des définitions de la science qui s'opposent, la science objective et neutre versus la science qui est déjà une activité humaine, pour commencer. Donc vous avez des luttes entre des gens, il y a des positions de pouvoir dans les instituts de recherche, dans les laboratoires, dans les universités, au sein de l'État, dans des instances internationales. Donc voilà, l'un des enjeux de lutte, c'est aussi les financements. Donc ça c'est un objet de lutte aussi. Aussi la création d'instruments. Enfin, je veux dire, nous on a besoin de tel type d'instruments très spécifiques à notre recherche, mais ça coûte des sous. Il faut des gens spécialistes, ils peuvent travailler sur autre chose. Donc il y a des luttes pour les ressources financières, pour la disponibilité en cognitive des gens, des scientifiques, des collègues scientifiques. Enfin, je veux dire, je ne sais pas comment on peut faire une analyse sérieuse sans prendre ça en compte. Ça m'a l'air compliqué. Ouais, donc en fait clarifier nos objectifs et nos visions de la science, ça permet d'éviter d'être un scientiste malgré soi en partie. Et ça évite d'aller, je sais pas, pour prendre l'exemple du scepticisme, taper sur les croyances populaires en pensant faire du scepticisme, et puis en fait on va oublier de critiquer d'autres aspects plus importants. Ouais, tout à fait. Je pense que, je peux expliquer la position des scientifiques avec lesquels je suis en désaccord. Alors je veux dire qu'il
là je vais présenter de manière un peu simpliste, mais c'est plus complexe que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la science, elle détient depuis le 19e siècle une position de pouvoir qui est incroyable. C'est-à-dire que les ingénieurs sont des gens qui sont considérés comme des inventeurs de génie. Les scientifiques qui font des découvertes sont considérés comme des gens pareil, des figures géniales. Et on a vraiment doté les gens de science d'un aura symbolique vraiment extrêmement important. Enfin, vraiment, je dirais, encore aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes scientifique ou ingénieur en société, c'est rare que vous soyez mal vu. Enfin, je veux dire, il y a des groupes sociaux où vous pouvez être mal vu, mais c'est-à-dire que dans la majorité des cas, vous êtes quand même très bien vu. Et effectivement, on a donné du coup une position sociale et politique à ces gens-là décisive. Regardez, crise du Covid, on crée un conseil scientifique. Alors, on peut rentrer dans le détail. Oui, il y a eu un premier conseil scientifique qui a été supprimé, puis on a recréé un. Bon, d'accord. Mais n'empêche que, même en imaginant que c'est pas effectif dans les décisions, on crée un conseil scientifique à l'échelle nationale pour accompagner le pouvoir exécutif. Donc c'est pour dire quand même la place des scientifiques. Quoi qu'on dise après sur est-ce que les conseils ont été suivis, est-ce qu'il y a eu des jeux d'influence, évidemment qu'il y en a eu, mais comme dans tous les groupes sociaux et dans tous les jeux de pouvoir, enfin dans les rapports de pouvoir, donc c'est pas quelque chose de particulièrement étonnant qu'il y en ait. Après, les conséquences sont autres que quand on parle de plus petites entités, mais bon, bref, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, on donne aux scientifiques un capital symbolique extrêmement important, voire même un capital politique qui n'est pas négligeable. Et du coup, le sentiment, c'est que en expliquant que la science finalement ne peut pas tout et que la science, finalement, c'est pas le super pouvoir qu'on lui attribue dans le temps, ça va finalement diminuer ce capital symbolique des chercheurs. Finalement, le fait d'avouer, de dire, bon, en fait, effectivement, je sais pas tout. Enfin, je veux dire, je ne sais pas tout sur tout. En fait, je peux pas vous affirmer que la science résoudra tous les problèmes humains. Enfin, c'est vraiment comme si avouer cette part d'impuissance, peut-être que je me trompe, mais je pense que la plupart des scientifiques en sont persuadés. Mais peut-être que je me trompe. Et moi, je pense qu'ils en sont persuadés, mais comme si le fait d'avouer ça, finalement, ça serait avouer sa propre impuissance, et puis finalement, comme si, je suis un imposteur, en fait, on peut pas tout, et comme si finalement les gens allaient finalement se détourner du coup la science on s'en fiche complètement et que ça allait faire baisser, ça allait les atrophier de leur capital symbolique et politique. Alors après, quel est le but de la science? Est-ce que le but de la science d'un scientifique, c'est d'avoir une position symbolique et politique extrêmement élevée, ou est-ce que c'est de produire de la bonne recherche? Qu'est-ce que c'est que la bonne recherche? Est-ce que c'est de résoudre des problèmes qu'on peut estimer comme importants, comme l'urgence écologique? Est-ce que c'est ça? Et si c'est ça, je pense qu'il vaut mieux s'asseoir effectivement sur un rapport de pouvoir qui est, je trouve, pas forcément sain d'ailleurs, de dire vous êtes dépendant de moi parce que moi je suis scientifique et que je connais le monde, donc restez dans votre ignorance parce que moi ça me permet de conserver un statut social symbolique et politique important. Je suis pas sûr que ça soit très simple, c'est un jugement de valeur, effectivement je suis pas sûr que ça soit quelque chose d'extrêmement souhaitable, et je me dis est-ce que c'est pas plus souhaitable de renoncer à ce titre symbolique qui est intenable de toute façon, parce qu'en fait on voit il est en permanence remis en cause, n'importe quelle controverse, l'urgence écologique, l'urgence sanitaire, on voit bien la science ne peut pas tout, il y a des phases d'impuissance, il y a des moments où on trouve des trucs, on arrive à s'en sortir, on arrive à résoudre des problèmes, d'autres fois non, et la science il y a une forme d'impuissance, et pas pour autant qu'on ne trouve rien, je pense qu'on arrive à faire beaucoup de choses. Mais je pense que il vaut mieux renoncer à un titre symbolique qui de toute façon n'a pas de sens et qui est complètement intenable pour se dire en fait on va essayer de réfléchir peut-être mieux, et puis on va essayer de changer les règles du travail scientifique pour qu'on puisse faire davantage d'interdisciplinarité, ou pour qu'on puisse s'intéresser à d'autres problèmes que ceux qui sont financés par les grandes puissances économiques. Bon voilà, mais donc voilà, je peux comprendre l'idée de se dire ça peut faire mal de renoncer à un titre symbolique qu'on possède depuis 200 ans et qui nous accorde une grande place, une place de grande valeur. Pour autant, est-ce que c'est pas autant valorisé? Est-ce qu'on pourrait pas considérer un système où il serait valorisé finalement le fait de résoudre des problèmes qui touchent tout le monde mais je sais pas, et je pense que ça c'est quelque chose qui parle aux scientifiques en plus. Il y a toujours cette dualité entre l'idée de la science, elle doit être quand même désintéressée, elle doit être quand même au service de l'intérêt général, et en fait dans les faits, faut regarder les financements de la recherche. La recherche publique, on prend en France, ça s'est largement transformé. La recherche publique française, ça s'inspire du système anglo-saxon par projet. Plus de postes qui s'ouvrent, où il y a très très peu de postes qui s'ouvrent. Ça encourage quoi, des tests chiffres, donc des financements privés, donc l'incursion des entreprises privées qui peuvent se le permettre. Donc c'est pas des petites PME de province, c'est des multinationales, des très grandes entreprises qui rentrent petit à petit dans le domaine de la recherche. Il y a eu des contestations récemment sur le campus de l'école polytechnique
qui est quand même pas, je pense, l'école la plus subversive d'extrême gauche, qui c'est des élèves ingénieurs de Polytechnique qui ont milité, qui sont insurgés contre l'installation sur leur campus de l'entreprise Total. Donc on voit en fait cette volonté d'arriver sur le domaine de la recherche. Et voilà, on peut en discuter. Est-ce que ça, on considère que c'est souhaitable, ou est-ce que ce ne serait pas souhaitable un fonctionnement où il n'y aurait pas de la fast science, où on est toujours oublié, c'est publish or perish, où finalement on produit de la science qui n'est pas forcément de bonne qualité parce qu'on n'a pas le temps de faire de la bonne science, et une science qui est financée pour des intérêts purement économiques. Je ne suis pas contre les intérêts économiques. C'est juste que je pense qu'il faut prendre d'autres intérêts, en compte. Il ne faut pas prendre que ceux-là. Voilà. Bon, on l'a compris, tu es un peu engagé à gauche. Du coup, est-ce que tu aurais des pistes, je sais pas, de sujets à lesquels une science de gauche devrait s'intéresser ou des sujets qui ont déjà été traités mais qu'on pourrait traiter d'un autre angle avec une science engagée à gauche? Après, le vocable de gauche, c'est compliqué, hein, depuis le mandat de François Hollande, c'est pas évident de se revendiquer de gauche. Je sais pas si je me revendique de gauche, en fait. Je pense que le problème, c'est que si vous avez des gens comme certaines personnalités politiques comme, je sais pas, pour Manuel Valls, qui se revendiquent de gauche, je veux dire, en fait, on parle pas de la même chose. Je veux dire, le programme politique de Manuel Valls ou a fortiori de l'équipe du PS précédente, celle qui était la gauche du gouvernement sous le mandat de François Hollande, si ça est de gauche, du coup je suis pas du tout de gauche. Enfin, je veux dire, en fait, moi l'idée c'est de dire comment pouvoir vivre mieux ensemble. C'est ça la question qui m'intéresse en fait. Alors je pense que ça a été effectivement porté par des gens qu'on a classés à gauche comme je pense à Robespierre au moment de la Révolution française, ou des socialistes utopistes, puis après des gens qui se sont revendiqués soit de l'anarchisme, soit du communisme au 19e siècle et au 20e siècle. Pour moi, l'idée, c'est comment vivre mieux ensemble. Moi, je suis sûr que, par exemple, la captation du capital économique par une fraction extrêmement infime de la population et l'augmentation des inégalités, je suis pas sûr que ça nous rende plus heureux. Donc forcément, ça m'embête. Au même titre que je suis pas sûr que des actes racistes, homophobes ou misogynes, et il y en a beaucoup d'autres, hein, je cite 3 discriminations, il y en a une infinité d'autres, mais je suis pas sûr que ça nous aide à vivre plus heureux. Donc l'idée, c'est pas... Donc ça peut sembler extrêmement niais ce que je raconte, mais en fait, c'est juste une posture, posture simple, c'est comment vivre mieux ensemble. En fait, je pense qu'on on a des capacités. Je vois pas d'obstacle majeur. C'est-à-dire que moi, je fais pas de différence entre l'appartenance ethnique, raciale, de genre. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas des obstacles qui puissent faire qu'on ne puisse pas, ou religieuse, ou que sais-je, ou de choix de sexualité. Pour moi, c'est pas des obstacles. Donc, si c'est pas ça l'obstacle, il est où? Moi, je pense que par exemple, après, il y a certaines pensées, certaines modes de raisonnement, certains schèmes de pensée où il y a une fraction d'humains qui vaut mieux que le reste des autres humains, c'est une pensée par exemple qui me semble être une erreur. Que ce soit ce groupe humain qui soit à la même appartenance religieuse, de genre, d'ethnie, de classe sociale ou peu importe, le fait qu'un groupe social soit mieux qu'un autre, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. C'est-à-dire qu'on des groupes qui sont très différents, alors ça ne veut pas dire qu'on peut pas, il y a des pratiques qu'on ne peut pas juger. Moi je pense que le fait de pratiquer l'excision, je pense que c'est pas bien. Je pense qu'effectivement ça rend pas non plus les femmes qui subissent plus heureuses. Donc je pense que je veux dire, c'est pas parce que des gens vivent à l'autre bout du monde que je peux pas apporter un jugement dessus. Je pense qu'il faut être précautionneux quand on fait des jugements, il faut prendre en compte plein de choses. Ça veut pas dire que ça empêche de faire des jugements. Moi c'est toujours dans l'idée, c'est discutons ensemble de ce qui nous semble être le mieux. Donc moi je suis pour qu'il y ait beaucoup plus de débats, qu'il y ait beaucoup plus de rencontres. Et en fait, ce que j'observe, c'est que l'augmentation des inégalités sociales et économiques, en fait, elle confine les gens, elle confine les groupes sociaux entre eux. En fait, les riches vivent avec les riches, ce qu'on appelle classe moyenne, même si je ne suis pas du tout convaincu de l'existence de ça, les classes moyennes, les hautes classes moyennes vivent ensemble, les basses classes moyennes vivent ensemble, les précaires vivent ensemble, les prolétaires vivent ensemble. Et en fait, ça crée quoi? Des phénomènes, ce qu'on appelle communautaires. Moi, je pense qu'en fait, si on apprend à se connaître, on apprend à parler, à communiquer, enfin, je pense que j'ai des croyances que je n'arrive pas à démontrer, mais moi je crois effectivement à la raison et à l'intelligence humaine. Je pense que en fait, on est parfaitement capable de s'exprimer, de se comprendre et de se mettre d'accord. Alors il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça, hein. Ils disent voilà, les gens sont idiots, il faut que ça soit une élite qui gouverne parce que sinon ça va jamais marcher. Moi je suis pas convaincu de ça. Après, la vraie question c'est quelles sont les procédures, quelles procédures on met en œuvre pour que on puisse avoir le temps de débattre ensemble, de communiquer, quelles sont les bonnes échelles de temps, les bonnes échelles d'espace. Donc ça, c'est des débats qui me passionnent, parce que les sciences rentrent dedans, en fait. Comment aussi on débat ensemble de quoi a-t-on besoin d'un point de vue scientifique, comment on met en œuvre justement le partage des idées, des instruments, pour pouvoir
aller vers la direction qu'on a décidé ensemble. Aujourd'hui, les choix technologiques qui sont guidés par le marché. C'est très critiquable. Je veux dire, pourquoi ça serait le marché? Pourquoi ça serait le fait que telle entreprise peut produire tant de pourcentage de dividendes doivent décider des directions technologiques. Pour ma part, je trouve ça injuste. Il y a des gens qui trouvent ça très rationnel et très juste, mais moi, pour ma part, je trouve ça injuste. C'est complètement contestable. On pourrait imaginer que il y a plein de besoins de... Il y a des manques en termes de recherche. Il y a un concept qui s'appelle London Science dans les recherches sur la production de l'ignorance. London Science, c'est la science qui n'est pas faite. On pourrait concevoir la même chose en ingénierie, c'est London Engineering, cette ingénierie qui n'est pas faite. Parce qu'il n'y a pas de financement, parce que les gens ne pensent pas à le faire, parce qu'en fait c'est tellement loin de ce qu'on leur a appris, parce qu'il n'y a pas de gens pour le faire. Il y a plein de trucs à faire, hein. Je veux dire, c'est pas ça qui manque. Je veux dire, quand on voit les conséquences de la modernité, de la domestication de l'environnement, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a du travail. Je veux dire, je pense que dans une société écologique, il y a plus de travail que dans une société capitaliste. Moi, j'en suis convaincu. Donc, le problème, il n'est pas là. Pour moi, c'est pas un obstacle. Le vrai obstacle, c'est finalement, pour moi, c'est plus les croyances, les représentations, et puis c'est les organisations économiques, politiques, qui sont fondées sur des croyances qui sont pour moi d'un autre âge, hein, celles où il y a des groupes sociaux qui valent mieux que les autres, et sur des croyances environnementales où on peut piocher sans problème parce que c'est inépuisable et de toute façon, vienne que pourra. Et des représentations politiques qui rejoignent ce que je dis, où il vaut mieux que ce soit une élite qui gouverne, il faut mieux que ce soit celle la plus intelligente quand même, c'est-à-dire quand des gens qui sont dans cette idéologie de la fin des idéologies, hein, les gens intelligents, c'est ceux qui pensent qu'il faut faire plus de croissance, plus de PIB, il faut aller vers le transhumanisme, il faut aller vers l'intelligence artificielle, le big data, parce que c'est vraiment ça vers quoi on ne peut pas faire autrement. En fait c'est presque naturel, quoi, on ne peut pas faire autrement. Donc voilà. Donc je sais pas, c'est pour ça, mais tu vois, quand je dis ça, je sais pas si les gens qui se disent je pense qu'il y a des gens qui peuvent se dire de droite qui pensent ça, l'idée c'est pas de faire du confusionnisme, tout est pareil, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, il y a eu un tel brouillage sur les échiquiers politiques, mais qui n'est pas seulement dû à Emmanuel Macron. C'est que je pense qu'Emmanuel Macron, il a eu l'intelligence, à mon sens, d'acter ça. On a eu un mandat François Hollande qui a été sous certains aspects pire que le mandat précédent sur des décisions économiques qui n'avaient pas vraiment de sens, ou en tout cas qui ont accentué les inégalités sociales et économiques. Donc ce que je veux dire, c'est que du coup, je ne dis pas qu'il n'a pas de sens dans l'absolu, mais relativement dans la période dans laquelle on se trouve, effectivement, il y a une caricature qui est faite de ces idées-là et qui en plus sont mélangées avec des idées de libéralisme du Parti Socialiste. C'est-à-dire que moi je me revendique, ça ne me pose pas de problème de dire de gauche ou pour la pensée émancipatrice, ou pour en tout cas l'idée de dire mieux vivre ensemble sur le long terme, quoi. C'est-à-dire ensemble, c'est autant ensemble entre êtres humains ou ensemble avec ce qui nous entoure, parce qu'a priori c'est même pas a priori, c'est qu'en fait on en a besoin pour vivre. C'est-à-dire que si vous tuez les abeilles, a priori ça va être compliqué de manger, il y a beaucoup de choses que vous ne pourrez plus manger. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, on est bloqué par des croyances et des organisations qui sont elles-mêmes fondées sur les croyances, et qui elles-mêmes renforcent les organisations. C'est un cercle vicieux. Avant, je pense qu'il faut cesser ça en fait. Donc si ce que je dis, ça parle à des gens qui se disent de gauche, c'est super, et on peut se dire ensemble de gauche sur cette base-là, ça me va très bien. Mais voilà, en tout cas, je préfère l'expliquer de cette manière-là. Bon, ça prend beaucoup plus de temps que de dire je suis de gauche, ça c'est clair. Mais ça me semble plus pertinent parce que c'est un terme qui malheureusement, heureusement, je sais pas, a été complètement décrédibilisé, démonétisé depuis un moment, mais encore plus depuis la période 2012-2017. Je pense que c'est une super conclusion. Ce que je retiens de ta dernière réponse là, c'est qu'il faut qu'on fonde un end-on scepticism. Le scepticisme non fait, encore à faire, et définir des objectifs de gauche. Ah mais complètement, encore une fois, je suis pas revenu particulièrement sur le scepticisme ou la zététique, parce qu'effectivement j'ai peur de dire des bêtises, et j'ai pas envie de parler de choses que je connais pas. J'ai pas la prétention de, parce que je suis doctorant, donc je suis un apprenti scientifique. Le fait d'être apprenti scientifique ne me donne pas le droit de parler de tout, ou ne m'autorise pas à tout faire ou à tout dire. Mais si effectivement, si le scepticisme et la zététique peut permettre, ça fait quelque chose dont on a besoin. On a besoin de faire, je pense qu'on a besoin de faire de la médiation scientifique et de faire de la vulgarisation scientifique. Moi, je suis admiratif de tous des gens, des vidéastes qui font des vidéos qui partagent des vidéos sur YouTube sur des histoires en sciences expérimentales, en histoire, en linguistique. Je veux dire, j'en oublie plein, ou en philosophie, j'en oublie des quantités, mais moi je trouve ça génial. Je pense qu'on a besoin de ça, parce que quand je vois le capital connaissance qui est accumulé dans les cercles académiques, et quand je vois, on peut pas tout savoir.
Donc le fait même de passer 10 ans à l'école, on ne peut pas tout apprendre, ça c'est clair. Donc en fait, si on voulait se perfectionner, il faudrait aller à l'école toute sa vie. Bon, il y a des gens qui aiment ça, moi j'aime ça, c'est pour ça que je fais un doctorat. Il y a des gens que ça botte pas, ce que je peux comprendre. Mais du coup, ça serait intéressant qu'il y ait des temps et des espaces pour pouvoir continuer à s'instruire, continuer à apprendre toute la vie en fait. Mais ça nécessite donc du temps et des gens pour le faire, et des lieux. Donc si le scepticisme et la zététique peut avoir l'une de ces missions, j'imagine que, enfin je ne veux pas réduire le scepticisme et la zététique à ça, mais ça serait une mission qui serait, qui me semble décisive, qui est vraiment importante. Et bon bah écoute, ouais, ça c'est de London scepticism maintenant, ça c'est pas fait, et je veux dire, c'est quelque chose qui me semble souhaitable. Je te remercie beaucoup pour ton invitation, j'étais ravi, j'espère que j'ai pas été trop long et que j'ai pas été trop ennuyant, mais en tout cas voilà, c'était un plaisir de répondre à tes questions, donc voilà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'avoir tes réponses, et sois rassuré, il n'y a pas de contenu trop long pour les auditeurs d'internet. Bon, super. Merci à Antoine pour cette interview, j'espère qu'elle vous aura plu. Les Dubitaristes, c'est une association basée à Bordeaux, n'hésitez pas à suivre nos activités si le sujet de l'esprit critique vous intéresse, ou si vous avez envie de vous impliquer. À une prochaine, et que le doute soit avec vous.